bonjour tout le monde. Donc Patrick Bessé, je suis ingénieur de recherche à l'INRAE, agroéconomiste. Donc je m'intéresse un peu à l'évolution du revenu dans les exploitations agricoles et l'impact des structures, des marchés, des politiques sur l'évolution des revenus et sur la productivité globale également des exploitations agricoles. Et depuis la constitution du pôle bio en 1998, je fais partie un peu du conseil scientifique de ce pôle bio, donc c'est-à-dire investi dans l'étude des systèmes d'élevage en agriculture biologique depuis maintenant un peu plus de 20 ans. Donc le travail que je vais vous présenter, c'est un travail qui a été fait donc par Edith Kouakou, qui était en stage Master 2 avec moi là sur les 6 derniers mois. Donc les résultats sont tout frais, vu qu'elle a terminé son stage fin septembre, il y a pas si longtemps que ça. Donc ce sont les performances d'élevage ruminant bio du Massif central. Diapo, s'il te plaît. Donc, ce sont les fermes du réseau du projet Bioréférence. Ce sont des fermes qui sont suivies annuellement, enquêtées tous les ans. Il y a à peu près 70 fermes dans ce réseau. Et sur les 70 fermes, là, ce que je vais vous présenter, ce sont les résultats de 58 fermes en échantillon constant sur les 5 ans. Et vous voyez que sur les 58 fermes, on a 16 bovins lait, 13 bovins viande, 11 ovins lait, 10 ovins viande et 8 caprins lait. Et toutes les données structurelles, techniques, économiques de ces fermes sont enquêtées par les ingénieurs chambres ou des groupements d'agriculteurs bio et renseignées et stockées dans la base de données Diapason. Voilà. Donc vous avez sur cette courbe, sur la diapo précédente, vous avez un peu la répartition sur tout le massif central. Donc là, je vais vous présenter un peu des résultats globaux de l'ensemble de ces 58 fermes, sans rentrer dans des particularismes, bovin lait ou caprin ou autre, mais c'est vraiment une photographie un peu globale de l'ensemble de ces fermes. Donc ce qu'on remarque, c'est que sur 5 ans, les structures s'agrandissent, vu que vous voyez que la courbe en bleu, la surface agricole utile passe de 90 à 97 hectares, et le nombre d'UGB total passe de 76 à 82 hectares. Donc les surfaces s'agrandissent, la surface fourragère s'agrandit, mais le nombre d'UGB totaux s'agrandit en même temps que la surface fourragère, donc c'est-à-dire que, il n'y a pas de décapitalisation, on n'a pas observé sur ces 5 ans de décapitalisation, et que comme le nombre d'UGB s'agrandit en même temps que celui de la surface fourragère, les chargements restent stables aux environs de 1 UGB hectare. Sur le graphique d'à côté, vous voyez l'évolution de la main-d'œuvre totale avec la distinction exploitants, bénévoles et salariés. Mais globalement, la main-d'œuvre totale augmente aussi légèrement. On passe de 2,08 à 2,26 UMO par exploitation. Donc, ce qui veut dire que la productivité de la main-d'œuvre ou le nombre d'hectares par travailleur reste à peu près stable. Contrairement à ce qu'on observe en conventionnel où les surfaces augmentent, mais par contre, la main-d'œuvre diminue. Donc là, on a augmentation de la main-d'œuvre en même temps que la surface. Diapo suivante. Alors, globalement, au niveau économique, forcément, comme on s'agrandit, on voit que la production, les aides totales et les charges augmentent. Bon, c'est normal, ça part avec l'agrandissement. Par contre, sur ce graphique, vous voyez l'augmentation du produit brut total, c'est-à-dire le produit animaux, végétaux et puis les aides, en 5 ans, augmente en euros constants de 25 000 euros, donc c'est-à-dire 13%, alors que les charges totales, c'est-à-dire charges opérationnelles plus charges de structure, elles augmentent de 36 000 euros, c'est-à-dire de 23%, donc elles augmentent plus vite que le produit. Et ce que j'ai encadré, surligné, là, vous voyez que dans les charges, finalement, les postes qui augmentent le plus rapidement et le plus en 5 ans, ce sont les charges opérationnelles animales et les charges travail, mécanisation et bâtiment. Donc, on y reviendra un tout petit peu plus en détail ensuite. Diapo suivante. Donc, finalement, on voit que les charges augmentent plus vite que les produits. Donc, vous avez à droite, là, les différents soldes économiques, EBE, revenu disponible, valeur ajoutée. Et on voit que, par exemple, le revenu disponible en orange, il chute, c'est-à-dire qu'il passe de 33 700 euros à 25 400 euros.
on perd 25%. Donc 25 000 euros, ce qui reste quand même un niveau relativement considérable, mais c'est quand même 25% de moins qu'en 2014. Et sur le graphique de gauche, ben, vous voyez en bleu que finalement, si on prend l'indice de quantité vendue, où là on cumule tout, du lait, de la viande, des céréales, et qu'on fait des indices en moyenne, bon, ben, la quantité vendue a augmenté. En vert, vous voyez que le prix moyen, l'indice des prix moyens finalement a légèrement augmenté, mais les prix n'ont pas chuté. Donc par contre, en orange, ben, les coûts de production ont augmenté. Donc, diapo suivante. Alors, on va pour terminer, je vais vous présenter rapidement la formation, le partage des gains de productivité, c'est-à-dire qu'on voit que les produits et les charges augmentent, mais on peut se poser la question de savoir c'est quoi finalement qui augmente. Est-ce que ce sont les volumes produits qui augmentent ou est-ce que ce sont les prix qui augmentent? Tout comme dans les charges, est-ce que ce sont les volumes des intrants qui augmentent ou est-ce que c'est le prix d'achat des intrants qui augmente? Donc pour ça, je vais calculer les gains de productivité, c'est-à-dire calculer un solde qui correspond sur la période à la variation des volumes produits moins la variation des intrants produits. Hein, et si le volume des intrants augmente plus vite que celui des produits, ben, il y a perte de productivité. Alors on va résumer ça sur un graphique. Hop, voilà. Sur ce graphique, vous avez le cumul entre 2014 et 2018 de la valeur des gains de productivité et des variations de prix. Alors, si vous regardez l'histogramme bleu clair sur la gauche, vous voyez qu'il est négatif en moins 20 000 euros. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on a une forte baisse de la productivité globale du fait que le volume des produits sur les 5 ans a augmenté moins vite que les volumes d'achat des intrants. Et dans les intrants, donc là je ne vais pas vous le présenter, mais j'ai quand même zoomé, et les intrants qui ont le plus augmenté en volume, ce sont les aliments achetés et notamment les fourrages achetés. Le volume de fourrage acheté a beaucoup augmenté sur ces 5 ans. Donc est-ce qu'on a un effet sécheresse? Et également la mécanisation. Hein, donc en euros constants, juste le volume de la mécanisation a énormément augmenté. Ensuite, en vert, vous avez qu'a augmenté aussi les aides. Donc là, on a une augmentation du montant unitaire des aides. Hein, et entre les deux, vous avez des variations de prix. Et on constate que les variations de prix de vente des produits ou les variations de prix d'achat des intrants varient très peu. Donc, on a une relative stabilité des prix des produits vendus et des intrants. Et je mets, contrairement au conventionnel, où on a une très forte volatilité qu'on n'observe pas sur ces exploitations bio. Mais malgré tout, malgré la stabilité des prix, malgré l'augmentation des aides, la baisse de la productivité a entraîné une baisse de la profitabilité des exploitations. Et vous voyez donc l'histogramme à droite en bleu foncé, qui est négatif, qui représente la profitabilité des fermes. Donc pour conclure, diapo suivante. Non, ce n'est pas pour conclure. Un petit point sur un peu la variabilité. Là, ce sont des chiffres moyens que je vous ai montrés, mais on a quand même une certaine variabilité de typologie d'exploitation. On a fait des analyses de données, hein, donc une classification. Et grosso modo, on peut voir que l'ensemble de nos 58 exploitations peuvent se discriminer selon 3 types, hors type de production. On a éliminé l'effet type de production. Et les types qu'on peut retrouver, ce sont des herbagers de taille moyenne spécialisés sur une production avec une forte autonomie fourragère. Ensuite, on a des exploitations de plus petite taille qui sont relativement intensives à l'hectare, un chargement plus élevé et utilisent beaucoup d'intrants pour combler justement le fait qu'il y a beaucoup d'animaux par hectare. Et enfin, on a des exploitations de plus grande taille, polyculture élevage, et avec une forte productivité du travail, mais également une forte autonomie alimentaire globale, c'est-à-dire qu'elles peuvent utiliser les céréales produites sur l'exploitation pour complémenter les animaux. Par contre, sur ces 3 types-là, sur cette variabilité-là, on n'a pas de relation très évidente avec les résultats économiques, hein, c'est-à-dire qu'on a des bons et des moins bons résultats économiques dans les 3 types d'exploitation identifiés. Hein, mais malgré tout, peut-être on observe une légère tendance à avoir des meilleurs revenus disponibles par travailleur dans les systèmes polyculture élevage de plus grande taille
et qui sont autonomes. Donc maintenant, voilà, pour conclure, donc quelques réflexions. Tout d'abord, sur ce panorama très global, c'est qu'on a quand même en moyenne sur 5 ans des performances et une efficience technico-économique globalement bonnes. Même si c'est en baisse, globalement, les chiffres moyens sur 5 ans restent bons. Vous voyez un EBE sur produit brut de 38% en moyenne sur 5 ans. Et ce sont des systèmes créateurs de richesse avec une valeur ajoutée en moyenne sur 5 ans de 620 € par hectare. On observe une très bonne stabilité de la productivité animale, alors sauf chez les ovins viande, où là c'est abaissé, mais dans les autres productions, la productivité animale et les prix de vente sont restés relativement stables, ainsi que le prix d'achat des intrants et des services. Comme dans toute exploitation agricole des statistiques nationales, on a une tendance à l'agrandissement, mais par contre une particularité sans augmentation de la productivité du travail, c'est-à-dire que le nombre de travailleurs augmente en même temps que la surface agricole totale. Mais le point le plus important, ou un point important, c'est que sur 5 ans, on a une augmentation des quantités d'aliments achetés, notamment les fourrages, et une augmentation de la mécanisation, et donc une baisse de la productivité globale de 2,6% par an. Donc les points d'attention qu'on pourrait relever, c'est l'agrandissement, mais ça c'est vrai pour toutes les exploitations agricoles d'élevage, l'agrandissement, l'efficience et la productivité des systèmes d'élevage. Voilà, je pose toujours la question, est-ce qu'on n'est pas arrivé à une limite de la taille des exploitations agricoles pour pouvoir optimiser l'utilisation des ressources de la ferme? Également, on voit que l'autonomie fourragère et la sécheresse, il y a eu beaucoup d'achats de fourrage. Donc, est-ce qu'il faut continuer à poursuivre sur ces achats? Est-ce qu'il faut se poser la question du chargement? C'est-à-dire qu'on n'a pas eu de décapitalisation dans nos fermes. Est-ce qu'il aurait mieux valu décharger un petit peu ou pas? C'est une question. Mais pareil pour les cultures fourragères, est-ce qu'il faut se poser la question d'insérer de nouvelles cultures fourragères, de gérer différemment le système fourrager si justement la ressource fourragère à l'échelle de l'année devient de plus en plus rare ou se répartit de façon différente. Et enfin, dernier point, je dirais, de veille à avoir, c'est agrandissement et mécanisation. C'est-à-dire qu'il y a un point que je relève depuis pas mal d'années, qu'on affirme haut et fort, c'est qu'en élevage, il n'y a pas d'économie d'échelle. Plus on s'agrandit, plus on augmente les charges fixes par hectare. Et encore, dans ces réseaux bio, on observe la même chose, le poids de la mécanisation qui augmente plus vite que l'agrandissement. Voilà, je vous remercie. Et donc, sur la dernière diapo, vous avez le lien sur les résultats du projet Bioréférence. En cliquant sur les petites icônes, vous aurez tous les résultats par production avec les détails année par année et par production pour aller un peu plus loin de tout ce que je vous ai dit là. Merci Patrick. C'était super intéressant d'avoir cette analyse transversale. Ouais, vraiment merci. Je trouve que c'est un beau travail. Alors, il y a deux questions qui viennent, notamment autour des aides. Tu as parlé d'une augmentation des aides, alors que les aides PAC n'ont pas changé. Donc, est-ce que c'est d'autres types d'aides, aides couplées, aides découplées ou autres? Et est-ce que tu as pris en compte des aides sécheresse ou des aides autres comme des aides luzerne ou dans l'analyse? Comment expliquer l'augmentation des aides? Alors, les aides, bon, déjà, il y a une augmentation liée à la taille des fermes. Quand vous avez X euros de DPU par hectare, si vous augmentez la taille de votre exploitation avec les DPU qui vont avec, automatiquement, les aides en valeur absolue, elles augmentent. Les aides qui sont prises en compte ici, donc on est à l'échelle exploitation, donc ce sont toutes les aides qui sont relevées dans diapason. Donc que ce soit les aides du premier, du deuxième pilier, des aides exceptionnelles, des aides sécheresse, etc. C'est l'ensemble des aides. Alors à ce niveau-là, donc là, je n'ai pas en tête dans l'augmentation qui est montrée quel est l'effet taille et quel est l'effet aide spéciale sécheresse. Mais dans diapason, de toute façon, on a le détail, donc on pourrait calculer, voir ce détail-là. Voilà. Merci. Une autre question, elle m'a aussi questionnée sur la productivité en ovins, comment ça se fait qu'elle baisse? Parce que j'avais pas forcément cette lecture pour travailler sur les ovins
façon générale. Comment expliquer la baisse de la productivité en ovins et viande, notamment à la fin, ça faisait partie des questions, mais tu l'as détaillé à la fin. Est-ce qu'il y avait des impacts un peu de filière qui pouvaient peser sur ces résultats? Moi, je me disais, la viande bovine, ben, peut-être que c'est plus favorable à l'agrandissement, point d'interrogation. Et là, la question, c'était voilà, comment expliquer la baisse de productivité en ovins, viande? Alors, bon, déjà, pour l'effet production, là, Edith, elle avait regardé, je ne vous l'ai pas présenté, mais l'évolution de la productivité globale des facteurs pour l'ensemble, pour chacune des productions, et à des degrés plus ou moins divers, les tendances restent les mêmes malgré tout. Hein, on ne peut pas dire que ce sont les bovins viandes qui ont augmenté, et puis, admettons, les caprins qui sont restés stables ou ont baissé de taille. Tout le monde a eu à peu près en tendance les mêmes évolutions. Bon, mais c'est vrai que j'en ai pas trop parlé parce qu'aussi, dans chacune des productions, on a quand même un faible échantillon. Donc, plus on diminue la taille de l'échantillon, plus les résultats sont fragiles. Alors que j'ai préféré raisonner en global. Ensuite, la productivité en ovins. Bah, effectivement, donc je ne sais pas si Marie est présente aujourd'hui, peut-être pas, je n'ai pas vu son nom. Marie-Michaël, tu es là? Non? Non. Non, justement, on s'était, quand Edith a observé ça, on avait appelé Marie, donc, qui est la référente au vin viande dans le réseau Bioréférence, pour avoir un peu plus de précision et confirmation qu'on ne s'était pas trompé dans les résultats. Et en fait, non, c'est-à-dire qu'il y a quand même quelques gros éleveurs. Alors, les ovins viande, c'est 10 exploitations, ce ne sont que 10 exploitations. Et là-dedans, il y a eu un ou deux éleveurs qui ont eu quand même, suite à des sécheresses, des résultats assez catastrophiques en termes de productivité numérique, donc des brebis vides, une grosse mortalité des agneaux, voire mortalité des brebis, et tout ça ont plombé les résultats moyens sur ces 10 exploitations. Donc il y a bien eu chez quelques exploitants, et apparemment, mais là, Marie pour en dire plus, il faudrait l'interroger directement, ces exploitants qui ont eu, entre guillemets, ces accidents, ces résultats très très défavorables, mettent en grande partie ces mauvais résultats techniques sur la sécheresse où les animaux en ont vraiment pâti. À l'ITAB, là, on coordonne un réseau aussi de fermes au vin bio, et c'est vrai qu'on n'avait pas une augmentation de la productivité ovine, mais plutôt une stabilité. Donc c'est vrai qu'on se posait la question comment est-ce que ces résultats étaient spécifiques à votre échantillon ou pas. J'ai oublié une question importante, ça sera peut-être la dernière, mais j'aurais dû la poser même avant. Comment on définit la profitabilité? Quand dans ton exposé, tu parles de profitabilité, est-ce que tu peux préciser ce que ça veut dire? Ce n'est pas un terme qu'on utilise souvent. Oui, en fait, on pourrait dire le revenu, mais c'est le profit dégagé par l'exploitation que je vais, je dirais, distinguer du revenu par exploitant. C'est-à-dire le profit de l'exploitation dégagé par l'exploitation, c'est la somme des produits moins la somme des charges. Voilà. Donc, c'est un peu le revenu global de l'exploitation. Mais le revenu, on l'applique plutôt à des humains, c'est-à-dire le revenu par travailleur, par UMO, alors que si on raisonne global exploitation, on va plutôt parler de profit de l'entreprise dégagé par l'entreprise. C'est juste une question de sémantique, c'est la somme des produits moins la somme des charges. Eh bien, merci Patrick. On va passer à une présentation donc, de Jean-François Deglory sur les dynamiques de production et de marché pour les filières ovins et bovins bio. Okay. Donc pareil, le chat s'il y a des questions. Merci. Bonjour à toutes et tous. Donc Jean-François Deglory, je suis animateur technique de la commission bio Interbev Inaport. Bon, cette commission, elle existe depuis 2004 et en fait, elle rassemble les familles de la bio et puis les familles de l'interprofession Interbev et la représentation Inaport aussi. Voilà. Et donc, dans ce cadre-là, dans le cadre des interventions, moi, je suis plus sur la partie filière avec la production, l'évolution de la production et puis l'évolution du marché. Donc, si on peut commencer à descendre les diapos. Ouais, non? Moi, ah oui, d'accord. Alors, si on commence par les brebis, parce qu'on verra la partie bovine après. Sur la partie cheptel, bon, on est à plus 10% en comptant les têtes bio et puis les têtes conversion. Et on verra dans la diapo suivante la répartition sur les régions. On a 4 régions qui cumulent 75% du cheptel. Avant d'aller sur cette diapo,
constater en fait que les cheptels bio sur la 2015, si on part de 2015 à 2019, on est à peu près sur la même progression, les plus 10%, mais brebis bio, hein, je précise, puisque là, les plus 10%, c'est bio et conversion. Et pourquoi je dis ça? Parce qu'en fait, les dernières années, là, on a quand même des volumes de conversion qui diminuent depuis 2017. Hein, donc, on est à moins 23% sur le volume conversion dans le chiffre global bio et conversion. On passe à la diapo suivante. La diapo suivante, donc, comme je vous le disais, donc 75% de la production sur 4 régions. Alors, la première région, c'est la Nouvelle-Aquitaine avec 25% du cheptel. Après, vous avez Ora, donc, qui est à 19%. La Nouvelle-Aquitaine à 16 et puis PACA à 15. Alors, ce qu'on peut dire quand même dans cette répartition, c'est qu'on a une grosse partie des brebis bio, en fait, viande, qu'on va retrouver dans la partie sud de la France. Donc, ce ne sera pas neutre quelque part quand on verra après sur les profils d'animaux, de carcasses qu'on a disponibles sur le marché et sur la saisonnalité de sortie des agneaux en particulier. On peut passer à la diapo suivante. Alors là, c'est les tonnages, en fait, les tonnages abattus en bio. Alors, autant les chiffres précédents, c'était source agence bio, autant cela, c'est source commission bio Interbeb. Donc, on voit que depuis 2015, on a une progression, on était à 1132 tonnes. On est passé à 1861 tonnes en 2019. Donc, on a des progressions sur cette période à peu près de 10% par an. C'est la même tendance qu'on verra quand on présentera le bovin, hein. Et si on veut regarder aussi entre les cheptels bio et puis les agneaux bio qui sont abattus, ça peut permettre de donner une petite idée. On était à 41% en 2015, hein, les agneaux bio sur les cheptels bio, et on est à 47% en 2019. Donc on peut dire quelque part qu'il y a des agneaux bio, plus d'agneaux bio qui ont été abattus au regard du cheptel bio. Hein, donc ça vaut ce que ça vaut en termes de suivi, mais ça nous permet d'avoir une petite idée là-dessus. Voilà. On continue. Voilà, sur le marché, Catherine nous le disait tout à l'heure, le marché en général en bio a progressé de 13,5. Si on regarde le chiffre d'affaires des viandes, lui, il affiche 13%. Donc on peut dire en fait que le secteur des viandes, il est dans la tendance du marché en général. Mais si on regarde après à l'intérieur des viandes, la progression, c'est surtout la viande porcine et notre viande ovine, elle est à plus 9%. Alors que je vous ai mis entre parenthèses, c'était les progressions 2018 par rapport à 2017. Là, on était à plus 18%. Et ça, c'est peut-être une tendance qu'on verra globalement, c'est qu'on a une progression, mais qui est moins importante que les années précédentes. Et pour la viande d'agneau, ce qu'on peut dire, c'est quand même un marché difficile à développer. On est sur des petits volumes, une segmentation dans les rayons et une gamme qui est encore peu diversifiée sur la viande ovine, donc qui ne nous aide pas aussi à mettre la viande bio des agneaux en rayon, quoi. Voilà. On continue. Alors sur le total en fait des produits qui composent le chiffre d'affaires de la bio, si on regarde la viande, on est à 1078 en 2019, on était à 955 en millions d'euros. En 2018, on reste avec un pourcentage qui est quand même assez limité par rapport au chiffre d'affaires global, dans les 7% pour les viandes. Et si on fait, et en plus, on a ce 1078, on a la volaille dedans. La volaille, c'est 233 millions à peu près. Et si on enlève la volaille, vous voyez, on baisse encore de plus de 20%. Et à l'intérieur de ça, notre agneau, il ne pèse pas très lourd. Ça veut dire qu'en fait, si on regarde sur nos chiffres d'affaires, merci d'avoir passé la diapo derrière, notre chiffre d'affaires des agneaux bio, c'est 72 millions pour un chiffre d'affaires de 401 millions en bovin, puis 321 millions en viande porcine et en charcuterie. Ça veut dire que par rapport à ce que je disais avant, si on regarde la viande d'agneau bio par rapport au chiffre d'affaires global du bio, on est à 0,65%, quoi. Donc le chiffre d'affaires de l'agneau bio est quand même faible à l'intérieur de la viande et globalement, quoi. Voilà. On continue.
Si on regarde la distribution, on verra tout à l'heure que c'est un peu différent sur les bovins. Sur les ovins, on voit que c'est quand même la grande distribution et la boucherie artisanale qui font le chiffre d'affaires le plus important. Mais on peut noter quand même que la vente directe n'est pas trop à la rue et la distribution spécialisée se passe pas trop mal non plus. Il faut savoir qu'en ovin bio, les bouchers ont toujours été pourvoyeurs en fait de valorisation des carcasses. Donc, ce qui fait qu'on a cette partie importante de 22 millions d'euros. Et puis, on a aussi la grande distribution. On essaye de développer les rayons traditionnels. C'est pas toujours facile, mais comme c'est eux qui génèrent les volumes les plus importants en viande bio, ben, naturellement, même sur le vin, on a un chiffre d'affaires qui n'est pas négligeable, quoi. Voilà. Et sur la distribution spécialisée, on a quand même les rayons trad qui sont développés depuis plusieurs années, qui nous aident bien. Et puis, vis-à-vis du bovin dont on parlera tout à l'heure, on a quand même une part importante de la vente directe, puisqu'on doit être autour de 19%, alors que sur le bovin, on verra, on est à peu près à 10%. Voilà. Ok, ça c'est pour la partie bovin, ovin. Si on regarde la partie bovin. Alors Jean-François, je ne crois pas avoir la partie bovin. Excuse-moi. C'est pas vrai. Tu l'as pas? Après, j'ai la. Excusez-nous. Donc après, j'ai l'intervention suivante sur la valorisation. Tu en as fait quoi de ma partie bovin alors? Elle a disparu? Eh ben, je ne la trouve pas dans mes mails. Est-ce que tu peux... Non, mais c'est bon, on va partir sur celle-là, c'est pas bien grave. Et puis, si tu veux, ce que je donner quelques éléments. C'est donner quelques éléments sur la partie bovine, c'est pas bien grave. Oui. Sur la partie bovine, ce que je peux dire quand même, hein, dans l'introduction de la prochaine intervention, là, c'est qu'on a quand même les troupeaux laitiers et allaitants qui ont été en fort développement ces dernières années. On était à plus 10% sur les troupeaux laitiers, puis on était à plus 3% sur les troupeaux allaitants. Vis-à-vis de la répartition régionale, on note quand même qu'il y a des grandes régions qui sont productrices de bovins, à savoir les Pays de la Loire, qui vont avoir, on va dire, presque moitié-moitié entre les troupeaux laitiers et les troupeaux allaitants. On va avoir aussi le Haut-Rhin, qui sera un peu dans la même configuration par rapport à la part troupeau laitier et troupeau allaitant, et puis qui est quand même une grosse région aussi. La Bourgogne-Franche-Comté, qui est une région moins importante en volume, mais qui a cet équilibre lait et viande. Et puis aussi le Grand Est, qui est aussi dans des volumes moindres, mais qui est quand même assez équilibré laitier et allaitant. Puis après, si on prend la partie ouest avec la région Bretagne, la région Normandie, là évidemment on est surtout sur de la laitière et de la mixte, et en proportion par rapport à l'allaitante. Et si on regarde l'Occitanie, là, elle est surtout en allaitant. Il y a eu un gros développement de l'Occitanie en troupeau bovin, et il y a une grosse partie en allaitante. Alors, on verra, mais c'est pas inintéressant aussi à regarder cette répartition sur les troupeaux laitiers et les troupeaux allaitants bovins, parce qu'en fait, il y a aussi des régions qui ont pour habitude d'engraisser, puis il y a des régions qui n'ont pas forcément cette habitude-là. Et comme on a une problématique au niveau de nos troupeaux bovins bio, sur la valorisation de l'ensemble des animaux qui sont produits en bio, ça va avoir une incidence quelque part sur les animaux qu'on va avoir sur le marché. Et il y a une proportion de maigres encore importante en bio, où on n'a pas vraiment de circuit de valorisation de ces animaux maigres. Et ça veut dire qu'on a des animaux qui partent encore en quantité importante dans les circuits standards, qui ne sont pas valorisés en bio. Voilà. Donc, tu vois, ça fait déjà une petite approche. Alors après, vas-y, descends la diapo. Là. À moins qu'il y ait des questions entre deux, ou je déroule toute ma partie, comme vous voulez. Hein. On peut poser quelques questions. Et peut-être qu'il y en aura sur le bovin en plus, si vous voulez, où je pourrais compléter. J'ai récupéré du coup le diaporama bovin. Si. Oui, voilà. Je viens de te le renvoyer, en effet. Peut-être que pendant que Aurélie récupère le diaporama bovin. Si vous avez des questions, n'hésitez pas. J'en ai une peut-être sur la partie ovine, avant qu'on passe à l'autre partie bovine. À un moment, tu as dit qu'il y avait une augmentation du nombre d'agneaux vendus en bio. Souvent, les agneaux élevés en bio partent sur le marché conventionnel parce que le marché conventionnel est tendu.
Est-ce que là, on peut expliquer pourquoi il y a eu une augmentation du nombre d'agneaux vendus en bio? Est-ce que c'est parce que le conventionnel était moins tendu ou est-ce que c'est parce qu'il y a eu une demande plus forte sur l'agneau bio? Je pense pas, enfin, j'ai pas le détail là si tu veux, mais je pense pas qu'il y ait une demande plus forte. C'est pas ça à mon sens. Bon, après, ce qu'on note quand même, puis on le verra quand on détaillera là sur les animaux produits en bio et valorisés en bio, ben, on a quand même eu des efforts importants qui ont été faits par les opérateurs hein, pour essayer de coordonner un peu la production avec le marché, quoi. Je dirais que ça s'est pas mal passé en 2019 à ce niveau-là. Donc ça peut être aussi un facteur explicatif. Sans doute que ça n'explique pas tout, mais ça peut être un facteur explicatif, quoi. Après, bon, si on prend l'exemple 2020, bah là, on est plutôt la filière agneau standard, avec la crise qu'on a eue, eh ben, on n'a pas eu pléthore d'agneaux standards, quoi. Et c'est vrai qu'à un moment donné, par rapport à ce que tu évoquais, Catherine, là, eh ben, il y a peut-être une possibilité, un intérêt, quand on a des agneaux qui sont sous label et puis qui sont bio, eh ben, à pouvoir les valoriser en label. Ou, voilà. Donc, d'autant plus si les cours se rapprochent, ça peut être aussi une politique des groupements bah, pour pouvoir approvisionner des marchés, quoi. Voilà. Ce qu'on n'avait pas l'année dernière, quoi. Voilà. Très bien. En tout cas, merci pour cette présentation claire, Jean-François. Il y a encore une question sur la partie bovine, à moins que tu veuilles reprendre quelques éléments sur la partie bovine, comme tout à l'heure, il n'y avait pas ton diapo. Bah, c'est-à-dire qu'après, moi, j'avais les évolutions de tonnage, j'avais quelques petites choses, mais enfin, c'est comme vous voulez. Voilà, j'étais là, Eh ben, quoi. Sur les volumes d'abattage, on voit que depuis 2015, on a des évolutions en la courbe orange, là, qui sont plus marquées en allaitante qu'en laitière mixte, hein. On était à plus 13% en laitière mixte, on était à plus 15% en allaitant hein, depuis 2015. Bon, ce qui peut expliquer peut-être, c'est les animaux, les troupeaux laitiers qui se sont convertis, qui ont converti les terres, et puis après, dans un deuxième temps, qu'on convertit les animaux. Ça permet de vendre le lait bio plus tôt, mais de l'autre côté, eh ben, les animaux, il faut qu'ils soient élevés en bio pendant un certain nombre d'années avant d'être vendus en bio, quoi. Donc ça veut dire que sur la courbe bleue, là, ça peut indiquer quelque part parce qu'on a quand même pas mal de conversions, j'en parlais tout à l'heure, en troupeaux laitiers, hein, en bio, mais par contre, ça peut expliquer qu'on n'ait pas la totalité des animaux qui viennent sur le marché à un moment donné. Ce qui est plus vrai aujourd'hui en 2020, parce que avec ce schéma de conversion terre, puis après animaux, eh ben forcément, à un moment donné, ces animaux-là vont être bio, quoi. Et donc là, on est plutôt dans une phase où on a un flux régulier d'animaux qui sont bio maintenant en troupeaux laitiers qu'on voit venir. Alors qu'en troupeau allaitant, ce phénomène-là, il est marginal. Ça veut dire que c'est vraiment des troupeaux qui sont convertis en bio et puis dont les animaux sortent en bio, quoi. Puis ce qui est important aussi, c'est les veaux. Parce que les veaux, là, c'est la courbe grise, parce qu'ils ont progressé de 17% par an sur les 5 dernières années. Bon, même si en tonnage, c'est beaucoup moins important, mais comme c'est moins lourd, ça s'explique, hein. Mais c'est quand même un bon moyen de valoriser les productions sur les fermes allaitantes en bio, quoi. Voilà. Sur le marché, je ne sais pas si tu veux, tiens, j'avais encore du temps là-dessus ou j'avais explosé mon temps? Je ne sais pas, hein. Tu me dis rien, Catherine? Sur le marché, donc je l'ai déjà évoqué par rapport à la progression ambiante vis-à-vis du... Comment? Tu as encore 3 bonnes minutes, Jean-François, ouais. Ouais, d'accord. Sur cette partie-là, sur la viande bovine, elle a progressé pas plus vite en fait que la viande ovine. C'est ce que je disais tout à l'heure. À savoir que depuis 2019, mi-2019, on a senti quand même que la production progresse, mais par contre, le marché, on a plus de mal à le développer. Alors derrière, il y a quand même des choses qui ne sont pas évidentes. C'est-à-dire que la viande bio se retrouve dans la problématique de la viande en général. Et bon, on est tous à savoir que la viande en général, elle est un peu décriée, quoi. Et puis l'élevage aussi un peu remis en cause. Donc à un moment donné, on peut se dire aussi que, eh ben, qu'on arrive à être touché aussi en bio, quoi. Voilà. On peut continuer. Alors là, c'était le même schéma que celui que j'avais évoqué tout à l'heure, mais pour dire en fait qu'on avait quand même une part qui était plus importante au niveau de nos bovins sur la bio en général, hein, puisque je vous parlais du 0,65%. Là, on est quand même au 1%, ça représente quand même un peu plus, quoi. Voilà. Et on continue.
Voilà, et on voit que la part du chiffre d'affaires, en fait, du chiffre d'affaires des viandes, on l'avait déjà évoqué tout à l'heure, hein, eh ben, la viande, ça représente quand même la grosse part, et on voit quand même le fléchissement qu'on a 2018-2019, là, que je vous évoquais tout à l'heure, par rapport aux problématiques de la viande, quoi, du positionnement de la viande. Voilà. Et puis, donc, sur la distribution des viandes, je vous disais tout à l'heure que ce n'était pas la même chose qu'en ovin. Le gros du paquet, c'est quand même la grande distribution. C'est à 65%. Mais par contre, le chiffre d'affaires des 3 autres, hein, il n'est pas négligeable. Et en fait, on a quand même les artisans bouchers qui sont là avec leurs 52 millions d'euros là, en gris, hein, et qui nous permettent en particulier, on le verra dans la deuxième partie, hein, c'est-à-dire sur l'équilibre carcasse, de valoriser nos bêtes de race, quoi. Et par rapport à un marché qui est plutôt sur les produits élaborés, heureusement, même si ce n'est pas le gros du chiffre d'affaires, c'est très important pour l'équilibre des types et des catégories d'animaux qui sont faits en bio. Voilà. J'ai fini. Hein. Super. Merci beaucoup, Jean-François. Merci. Il y a une question, même si c'est vrai que tout va être lié, y compris dans votre présentation d'après. Une question, on sait qu'une grande partie de la valorisation de la viande se fait en viande hachée ou en steak. Est-ce qu'on connaît le pourcentage d'animaux laitiers et allaitants pour ces parties steak haché? Non, est-ce qui sert à faire le steak haché? Ben non, on l'a pas, ça. On va dire que bon, ça fait rien. On va parler un petit peu de la deuxième partie, tant pis, hein, puisque la question est posée, puis on y reviendra. On parlera d'autres choses après. Ouais, si tu l'as prévu dans ta deuxième partie. Non, c'est pas grave, mais tu vois, ça veut dire que par exemple sur les catégories d'animaux, en laitier, on va voir qu'on a beaucoup de vaches de réforme. Et puis on verra aussi que dans les vaches de réforme, c'est pas les animaux qui sont les animaux les mieux conformés, les mieux finis. Et effectivement, c'est déjà dans ces animaux-là que le steak haché, c'est là que le steak haché va. C'est avec ces viandes-là qu'on va faire du steak haché en priorité. D'autant plus qu'on a une problématique de tarification aussi. Ça veut dire que le prix moyen du steak haché aujourd'hui, au national, dans les suivis agences bio, il doit être autour de 14,50 €, un truc comme ça, quoi, en moyenne, quoi. Et donc, ça veut dire qu'on peut considérer qu'il est 4-5 € plus cher que le standard. Mais d'un autre côté, on dit bien qu'il est fait avec les laitières principalement, mais que tous les avants des allaitantes vont aussi servir à faire le steak haché. Ça veut dire qu'aujourd'hui, on a quand même un steak haché en bio de qualité. Et donc, on a évidemment le jeu de la part des laitières, c'est logique, quoi, et des mixtes moins bien conformés. Et puis, on a aussi le jeu des allaitantes qui peuvent pas aller aussi vers d'autres destinations. Hein. On va le voir, on va retrouver aussi toutes races en viande qui vont être valorisées à travers ça. Mais je n'ai pas le pourcentage aujourd'hui entre ce qui est fait des allaitantes et des laitières. Quoi. Voilà. Ouais. Question plus générale, plus transversale. La viande, l'élevage souffre de critiques, que ce soit en bio comme en conventionnel. Est-ce que tu penses que c'est pareil déjà? Est-ce que tu confirmes ça? Et est-ce que c'est dû à une méconnaissance du bio, point d'interrogation, ou autre chose? Et comment on l'expliquerait? Tu as montré des progressions. Est-ce que c'est parce qu'on a plus confiance au bio? Enfin voilà, est-ce qu'il y a eu des travaux là-dessus? Des travaux, non. On a l'étude IFOP qui est faite par la commission Bio-Interbev, où ils interrogent plus de 1000 consommateurs, quoi, avoir leur perception. Et c'est vrai que la perception sur l'environnement, il y a quelques années, elle était en premier. Et puis maintenant, elle est passée au troisième ou quatrième place, quoi. Devant, il y a la santé. Devant, il y a la qualité. Il y a aussi, donc, il y a la confiance dans la viande. C'est-à-dire qu'on a sans doute aujourd'hui, et ça, je pense que par rapport à ta question, il y a eu l'agence bio, elle a questionné aussi les consommateurs sur la connaissance, en fait, ou je sais plus. Et en fait, ça a baissé, quoi, depuis leur dernier sondage a montré que je ne sais plus si c'était le terme connaissance ou la confiance, je ne sais pas quoi, il faudrait avoir exactement le terme. Mais c'est vrai qu'on a beaucoup de travail à faire pour continuer à expliquer ce qu'on est, ce qu'on fait.
parce que le consommateur, il a tellement de messages par ailleurs et plein de choses dans la montée en gamme de la viande standard. Donc, il faut être vigilant par rapport à ça. Et on n'est pas à l'abri, c'est-à-dire autant on y était, c'est pour ça que je me suis permis d'appuyer là-dessus. Il y a quelques années, il n'y avait pas photo, quoi. C'est-à-dire que le standard patinait et la bio, elle continuait à progresser, quoi. Et ben là, on est sur un palier, là. Il va falloir mettre les bouchées doubles pour que c'est pas nouveau, hein, mais les bouchées doubles pour que la viande bio, elle progresse, elle va continuer à progresser, hein, mais ça va pas se faire tout seul, quoi. Voilà. Donc Jean-François de Glory qui va continuer justement sur ces équilibres un peu de équilibre matière-carcasse, et puis Benoît Baron de l'Institut de l'élevage qui complétera sur la partie équilibre matière au niveau de la filière laitière. Vas-y Jean-François. Alors j'y vais, vas-y, passe-moi. Enfin, là, l'idée, si vous voulez, c'est qu'on a de la production en bio, en bovin et en ovin, des animaux qui sont élevés en bio, et ce qu'on recherche, c'est d'optimiser la valorisation de ces animaux élevés en bio dans les filières viande bio, quoi. La problématique abordée là, c'est bien par rapport à ce qui est élevé en bio et par rapport au marché qui valorise les viandes, les productions de ces animaux-là. Et comment ça se passe et les problématiques que peuvent rencontrer les espèces ovines et bovines, quoi. Alors sur l'espèce ovine, là, ce que vous avez, c'est le premier élément, mais ça je vais rien vous apprendre, hein, c'est le déséquilibre saisonnier. Ça veut dire qu'il y a besoin d'agneaux 52 semaines sur 52, et la difficulté, ça va être de pouvoir répondre à ça. Le deuxième point, c'est la gestion de l'équilibre matière, même si on verra qu'il est différent de celui du bovin. Et puis après, la gestion de l'équation qualitative qu'on retrouvera aussi en bovin. Mais pas forcément. Il y a des problématiques qui se recoupent sur la finition, sur comment ça s'appelle, sur la conformation des animaux, des choses comme ça. Mais il y a des particularités aussi à regarder, quoi. Voilà. On y va, on descend sur le vin. Alors sur le vin, sur les 52 semaines sur 52 qu'on vient d'évoquer, j'aurais bien voulu vous parler de la production d'agneaux bio, puis vous dire voilà ce qui se produit à telle période, mais donc c'est assez compliqué d'avoir cette partie-là, on n'est pas calibré pour ça aujourd'hui. Par contre, avec les CASDAR, le CASDAR agneau bio, et puis le CASDAR Reva Bio, là, puisque ça c'est sur ce CASDAR Reva Bio qui a démarré depuis 2020, là, en fait on peut faire un suivi des ventes d'agneaux bio. Alors là, vous avez le recul depuis 2013. Les courbes qui sont en plein, c'est la dernière année en vert, 2018, je ne sais pas encore 2019. Hein. Et puis la moyenne 2013 à 2018, c'est en bleu. Puis après, vous avez en pointillé les différentes années. Ce qu'on peut regarder, c'est quand même cette pointe qu'on a en mars, et puis qu'on a parfois, quand on regarde derrière les pointillés en avril aussi, c'est-à-dire que là, c'est autour de la période de Pâques. Donc ça veut dire qu'on a une forte demande du côté du marché, alors que de l'autre côté, la production, c'est pas forcément la période où on a le plus d'agneaux bio. Donc ça veut dire qu'on a fait un travail, les opérateurs ont fait un travail pour essayer qu'il y ait production d'agneaux à cette période-là. Donc ça veut dire qu'on se retrouve quand même à avoir une courbe qui pointe, c'est-à-dire qu'on arrive à vendre pas mal d'agneaux, mais on voit tout de suite que ça chute derrière. Autant on pousse, alors comme c'est pas la période, la saisonnalité, c'est pas la période où on produit le plus d'agneaux, si on met le paquet autour de Pâques, après on va avoir quelques semaines où on n'aura plus assez d'agneaux. Donc ce qui explique en fait la courbe après elle chute, quoi. Et puis après, elle a tendance, on a des agneaux qui sortent au printemps dans la partie nord de la France avec l'herbe, et on se retrouve avec des agneaux disponibles, et on arrive dans la période estivale où là, on a plutôt la consommation se décale, c'est-à-dire que les grandes villes ont tendance à se vider pour les congés. Il y a aussi les bouchers qui ferment en août. Enfin bref, on se retrouve avec de l'agneau alors que le marché n'est pas forcément là, mais on voit qu'avec la courbe quand même, la courbe verte là, petit à petit on s'améliore, qu'on arrive à augmenter nos ventes. Je vois qu'il y a une question qui est posée là, puisque je vois le chat, ça ne comprend pas les agneaux importés. Hein. Parce que si ça peut vous éclairer, c'est des données qui viennent des groupements de producteurs français, hein, qui nous ont donc déclaré leurs ventes. Voilà. Ça me permet de préciser ça aussi. Merci pour celui qui a chaté. Et donc, on a cette problématique
d'agneaux en plus à partir de juin, et ça va se prolonger jusqu'à, on va dire, septembre-octobre. Et là, c'est pareil, le marché, le temps qu'il redémarre après la rentrée, c'était pas simple. Et là, depuis 2-3 ans, on a mis en place une opération qui s'appelle Agneau Bio d'automne au niveau de la commission Bio Interbev et qui nous permet de mettre en avant les viandes d'agneau dans les rayons. Donc, on peut considérer qu'avec la courbe que vous avez là, eh ben, on a un petit effet maintenant par rapport à à vérifier, à confirmer, par rapport à cette action-là, pour essayer de décaler un petit peu les habitudes de consommation des consommateurs. Voilà. Après, donc ça reste une moyenne. Ça veut dire que l'autre jour aussi, il y avait un producteur qui témoignait en disant aussi, nous on a des agneaux de report, on a des agneaux qu'on ne va pas forcément pouvoir commercialiser à l'automne, mais on va les reporter en début d'année suivante. Donc ça veut dire que ça c'est vraiment une moyenne. Après, il faudrait rentrer dans les caractéristiques des différentes régions, etc. pour interpréter. Voilà. Mais on n'a pas le temps là, on va faire ça maintenant. OK ? Sur la gestion de l'équilibre matière, donc ça c'est le deuxième point. Alors même s'il n'est pas de la même nature que le bovin, je vous en parlais tout à l'heure, on a quand même, ma foi, les agneaux boucherie, on appelle boucherie, c'est les agneaux qui sont les mieux conformés, qui sont dans la catégorie de poids la plus commune, on va dire entre guillemets, 16-20 kg, et on va pouvoir les valoriser en carcasse entière en boucherie. Les animaux un peu moins conformés, ils iront aussi dans les rayons traditionnels, mais pas les artisans bouchers, mais des rayons traditionnels qu'on va pouvoir trouver en grande distribution, en magasins spécialisés. Et là, on va pouvoir valoriser ces agneaux-là, dans les 15 à 22 kilos. Et puis après, il y a tous les agneaux qui ne se retrouveront pas dans ces catégories-là, qu'on pourra valoriser par ailleurs en transformation, en sauté, en rôti. C'est-à-dire que notre agneau, l'idéal, c'est qu'il soit tout vendu en carcasse. Mais bon, comme je vous parlais du chiffre d'affaires de la boucherie par rapport au reste tout à l'heure, c'est vrai qu'on ne peut pas tout valoriser par la boucherie. Donc, essayez de pousser les rayons traditionnels pour valoriser le maximum les carcasses. Et puis, quand on ne peut pas, ma foi, on passe sur la barquette et on passe sur la transformation. Mais c'est quand même une problématique qu'on a en ovin, c'est de la valorisation de ces viandes. Le plus on va la transformer, le plus elle va coûter cher, quoi. Et comme on n'a pas une gamme qui est suffisamment large, ça peut compliquer un peu les choses à un moment ou à un autre. Et puis ce que j'avais dû nous mettre, je vois là, c'est un petit... je vous ai mis le chiffre d'affaires en millions d'euros en bas à gauche, le petit tableau. Donc vous avez la répartition, les artisans commerçants. Vous voyez, nos 22 millions d'euros de chiffre d'affaires, c'est 30% du total. Donc heureusement qu'on a les bouchers aussi pour valoriser nos carcasses. Voilà. Ça, tu peux continuer. Attends, oui, je rajoutais quelque chose quand même par rapport à la diapo précédente. Le problème qu'on a aussi en ovin, c'est que on n'a pas forcément tous les agneaux au bon endroit, au bon moment pour les dispatcher dans les différents circuits. Ça veut dire qu'on est obligé des fois, comme je vous disais, c'est l'idéal, boucherie, RU, GMS, R, magasin spécial, etc. Mais on n'a pas forcément tenté les bons agneaux qui correspondent. Donc ça veut dire que ça, c'est un autre problème. C'est comment faire pour arriver à avoir suffisamment de choix pour pouvoir dire, tiens, cette année, Marcel le boucher, je vais pouvoir lui mettre celui-là, René le rayon trad, je vais pouvoir lui mettre celui-là, donc c'est une complication quand même. Vas-y, continue. Faut pas que je sois trop bavard quand même. Sur l'adéquation qualitative, bon, on n'a pas à avoir honte. Le suivi qu'on fait depuis 2013, en 2018, là vous l'avez sous les yeux sur les animaux classés URO. Donc on voit qu'on a quand même une bonne proportion de R. On est à 17 961 têtes là, sur l'échantillon de suivi, donc ce qui est pas mal. On a les hauts qui sont montés aussi parce qu'ils sont rentrés dans le suivi et qui viennent, qu'on a pas mal d'agneaux qui viennent d'Occitanie. Je ne dis pas que les agneaux d'Occitanie sont mal conformés, surtout ne me faites pas dire ça, mais par contre on est sur des races rustiques, donc ceci explique cela, quoi. Alors que la partie nord, on est plutôt sur les races bouchères, donc ça joue aussi. Et puis je vous ai mis sous le graphe à droite, la répartition, le complément un peu de ce qu'on a vu au-dessus sur le dispatching des animaux. Vous voyez les EUR en classement gras 3 et 2, dans les 16-20 kg, on va les retrouver en boucherie. Les URO en 1, 2, 3, 4, c'est-à-dire tout un panel de gras, du maigre jusqu'au gras, entre 13 et 16 et 20, on va pouvoir le valoriser en découpe. Et puis après, les animaux les moins conformés, pas assez lourds ou trop lourds, ce sera des hors catégories. Voilà. Et puis je vous ai mis le petit graphe en bas à gauche
pour dire qu'on avait le pourcentage d'agneaux qui étaient finis en 3 et d'agneaux finis en 2. Donc, on a quand même 56%, par exemple, vous voyez en 2018, ce qui est en gras, là, 56% des agneaux qui étaient en 3 et puis 44% en 2. Donc, on a aussi une proportion qui n'est pas inintéressante par rapport à la finition de nos agneaux, quoi. Voilà. Pour les agneaux, je ne sais pas si j'avais autre chose pour les agneaux. Non, on passe à la filière bovine. Ce qu'on retient par contre sur la filière ovine, c'est cette histoire de faire coller les sorties d'animaux avec le marché, avec les besoins du marché. C'est d'avoir suffisamment d'agneaux au choix pour choix entre guillemets sous le coude, on va dire, pour pouvoir les dispatcher comme il faut chez les bons clients. Et puis par contre, on n'a pas sur la qualité, on peut toujours s'améliorer, mais en qualité qui est quand même bonne dans les agneaux. Voilà, filière bovine. Sur la filière bovine, donc là sur les problématiques, alors là on n'est pas sur la problématique des 52 semaines sur 52, bien que, parce qu'on a quand même des périodes de l'année, par exemple sortie d'hiver, souvent aussi assez tendues dans les veaux ou tendues dans les bovins, dans les gros bovins. Là, on est plus sur la valorisation de l'ensemble des types et catégories. Donc, tu vois, ça va répondre à ta question, Catherine. Après, on a le problème de gestion de l'équilibre matière. Bon, tu m'as posé la question tout à l'heure par rapport au steak haché, donc là, on va en reparler. Et puis, la gestion de l'adéquation qualitative, qui est aussi, pourquoi elle ne serait pas aussi importante en bovin qu'en ovin. Voilà, donc on descend, voir un peu ce qu'il y a. Alors, sur les catégories de bovins, alors là, vous avez les catégories de bovins allaitants. Donc, c'est depuis 2005 jusqu'à 2019. En partant du bas, où on a les vaches en bleu, là. Après, en orange, ce sont les veaux. Après, on passe aux génisses en gris, aux bœufs en jaune, et puis aux jeunes vaches, aux jeunes bovins à taureaux, excusez-moi, en bleu clair. On voit quand même que la grosse partie, si on cumule en fait nos veaux et puis nos vaches, là, on est à 70% des catégories. Les génisses et les bœufs, on est à 25%. Et puis les gibets taureaux à 6%. Bon, savoir que les gibets taureaux, enfin c'est les gibets, c'est pas très adapté en bio vis-à-vis du règlement bio, donc c'est pas normal qu'on n'en ait pas plus que ça. Sur les vaches, vous voyez que ça reste toujours la quantité la plus importante sur les années. Et puis toujours nos veaux, en fait, je vous l'évoquais déjà tout à l'heure, qui sont loin d'être négligeables dans les différentes catégories. Si on regarde les laitières, ce que je vous parlais tout à l'heure quand la question était posée sur le steak haché, on serait plutôt à du 85% sur 80-85% sur les vaches. On serait peut-être sur du 9% à peu près sur les bœufs. Et puis sur les génisses, du 2-3%. Et puis pareil sur les gibets, les taureaux. Et puis on n'a pratiquement pas de veaux, quoi. Parce que la plupart des veaux bio aujourd'hui, ils sont issus des troupeaux allaitants. Voilà. Ok, on continue. Alors sur notre approche équilibre matière, on l'a déjà évoqué tout à l'heure, comme on n'a pas un suivi exhaustif au niveau national sur la proportion de steak haché par rapport au reste des produits, c'est à dire d'experts, 60 à 70% des ventes des viandes bovines bio. Ça ne change pas beaucoup. Ce que j'entends, moi, d'un point de vue qualitatif, c'est que ça continue même à progresser. On a une petite approche quand même sur l'évolution des volumes de viande hachée à travers une étude d'après l'agence bio selon IRI. Donc, c'est la GMS, un poids fixe hors discount, c'est sur le 15% de matière grasse, dans les magasins proxy e-commerce inclus. Donc, vous voyez, en S1 2019, en premier semestre 2019, on était à 2186 tonnes. En S1 2020, 2597 tonnes. Donc, on a une progression de, je ne sais plus si ça doit faire à peu près plus 14%, un truc comme ça. Et en fait, on a eu pendant la période de crise, là, une grosse progression sur le steak haché en bio, puisque au mois de mars, l'agence bio nous donnait des chiffres de plus 24,7% et au mois d'avril de plus 23,4%. Voilà. Donc, ce qui peut expliquer aussi, si on le ramène au semestre, cette évolution positive qu'on a encore le premier semestre 2020, quoi. Et d'autres problèmes derrière, c'est bien la valorisation des animaux. Quand on a mis en avant ces volumes de steak haché, parce qu'il n'y a pas que des animaux pour faire du steak haché. Donc, si tu veux me mettre la diapo suivante, qu'on regarde un petit peu quelles sont les affectations des bovins en bio. Donc là, vous avez l'exemple du nez bio, mais il peut se
s'étendre sur globalement hein, sur notre filière bovine. Il y a les animaux de boucherie qui vont plutôt être sur les races bouchères, bon, par définition, hein, sur nos partenaises blancs d'Aquitaine, nos limousines et puis nos bonnes charolaises. Je ne dis pas qu'il y a des mauvaises charolaises, hein, mais les meilleures, on va dire, pour la boucherie, parce que c'est là qu'on va trouver les meilleurs animaux à la boucherie. On a des animaux qui sont plutôt jeunes, qui sont plutôt lourds, même si tout est relatif en bio, parce qu'on est moins lourd qu'en standard. Des animaux bien conformés, bien finis. Et puis là, il y a une demande, vous avez trois petits plus là, ça veut dire qu'il y a une demande forte sur ces animaux-là encore, parce que c'est vraiment de l'animal à travailler en carcasse. Voilà. Donc, après, vous avez le catégoriel, là, on voudrait sans doute en avoir un peu moins, parce que c'est des animaux qu'on a en quantité. On va appeler ça les animaux de milieu de gamme, quoi. Et qui, là, on a toutes les races. Ils sont moins lourds en fait que nos animaux boucherie, mais ils sont supérieurs à 300 kg. Ils sont moins bien conformés, et puis même s'ils sont un peu moins finis, on peut les valoriser à travers des muscles sous vide, et on va les retrouver dans les rayons trad, les rayons libre-service. Hein. Ça nous servira à faire de la barquette, et je vous disais, donc on en a pas mal, et c'est un peu compliqué, c'est pour ça il n'y a qu'un plus. Il n'y en a pas besoin de plus que ça aujourd'hui, quoi. Sur l'hebdo, c'est vraiment les viandes sous vide hein, avec une DLC plus longue. Bon, ceux-là, on va pouvoir travailler des animaux encore moins bien conformés, toutes les races, et on va les retrouver dans les rayons LS. Et puis, on va pouvoir valoriser aussi ces animaux hebdo en restauration hors domicile. Là, on n'en cherche pas plus que ça, puisque vous avez un moins. Et en VPH, ça, c'est la viande pour hacher. Bon, on a déjà évoqué à plusieurs reprises tout à l'heure. Là, on va retrouver les viandes, les gibets, les taureaux, les jeunes bovins, les taureaux, toutes races, les animaux moins bien conformés. Là, on va avoir la classe de gras de 1 à 4, hein, puisqu'on a du steak haché 5%, du steak haché 15%. Ça va nous servir à faire le steak haché, à faire les produits transformés. Et on va en retrouver dans les rayons LS. Bon, on peut tirer des aloyaux sur des bonnes vaches laitières ou mixtes. Hein. On va le retrouver en restauration hors domicile. Bon, le sauté, par exemple, et puis on va le retrouver en industriel pour faire des plats préparés. Donc là il y a une demande qui est forte sur ces animaux-là. Voilà. Et puis, oui, c'était bon. Ouais. Oui. Comme le temps et après, je me suis... Pardon, tu peux accélérer un petit peu, s'il te plaît, Jean-François. Les veaux, je me suis permis de vous mettre les veaux parce qu'on a plusieurs types de veaux. C'est la même configuration que pour le gros bovin, quoi. Les veaux de boucherie, les veaux découpe, les veaux sautés, et puis on a les veaux hors gabarit qu'on va retrouver en restauration. Voilà, avec la difficulté d'avoir ces veaux-là 52 semaines sur 52, mais qui nous permettent, ce que j'ai dit tout à l'heure, de valoriser la voie mâle. Vas-y, tu peux continuer. Et puis donc, le regard un peu sur la partie bovine, sur la partie production, ce qu'on a déjà vu, c'est la différence volume de vaches laitières qui s'accentue, puisque je vous disais que maintenant, on a des sorties régulières de laitières. Alors qu'on a des vaches à viande à valoriser aussi. Hein. Les ateliers veaux, on peut dire qu'aujourd'hui, on est un peu titillé sur la partie réglementaire. Là, c'est mis un peu en dessous dans un autre point. Mais par contre, c'est un bon marché qui progresse. Globalement, que ce soit, on l'a déjà dit en ovin, mais en bovin aussi, sur la qualité des animaux. La régionalisation des abattages. Donc, c'est des choses après avoir couvert les marchés nationaux. Il y a une recherche aussi de régionaliser. Et puis, ce qu'on a déjà dit, hein, je vous ai dit depuis mi-2019, une production qui va temporairement plus vite que le marché. Et puis sur la consommation, on peut faire le corollaire de ce que je viens de vous dire, c'est que la majorité des points de vente sont pourvus hein, aujourd'hui. Donc maintenant, il s'agit de développer les points de vente existants, quoi. Donc le schéma est plus le même. Le marché est toujours tiré par la GMS, on l'a vu sur le chiffre d'affaires que ça représentait. Et puis, forcément, notre marché tournait principalement sur le steak haché, mais il n'y a pas qu'en bovin, hein, parce qu'il y a l'exemple du porc, là aussi, c'est le jambon et les lardons. Donc, que ce soit les uns les autres, faire bien attention à l'équilibre filière. Et puis, on a quand même le secteur de la restauration hors domicile, où il y a pas mal de choses à faire, même s'ils ont pris gros là, avec la crise, là. C'est quand même un marché qui reste à développer. Il a commencé en restauration collective, à progresser ces dernières années, et il commence juste en restauration commerciale, et il y a de l'avenir là-dessus. Voilà. Ouf, désolé, hein, je suis peut-être dépassé là. Alors. Non, c'est bien. Merci beaucoup, Jean-François. Tu as répondu à plein de questions en plus. Je te ferai part des questions. On passe la parole à Benoît.
Pour comparer cet équilibre matière que tu as vraiment bien mis en avant, le steak haché sur la partie allaitante, et voir les questions, comment on les amène dans une filière laitière. Et je poserai les questions après. C'est bon pour toi, Benoît? C'est bon, vous m'entendez bien? Oui. Et ben c'est parti. Donc on va effectivement là parler également d'équilibre pour ce qui concerne la filière lait bio. Donc je me concentre, étant donné le temps qui m'est imparti, essentiellement sur le lait de vache, en sachant que sur les filières petits ruminants, c'est à plus petite échelle, mais on peut avoir un peu les mêmes effets, même si ça ne se structure pas tout à fait pareil. Donc tu peux passer sur directement, je pense même, donc lait biologique, après le changement d'échelle, la filière face au défi de la valeur. Donc c'est vrai que personne n'ignore ici que la filière lait bio a beaucoup évolué ces dernières années. Il y aura une diapo juste après qui le montrera. Mais je vais ici parler de trois types d'équilibre en gros. Donc un équilibre d'ordre pluriannuel ou interannuel, qui est lié justement à l'évolution de l'offre par à-coup. Puisque Jean-François vient de dire que la production en viande, des fois, elle dépasse, sa croissance dépasse celle de la consommation, et c'est aussi le cas en filière lait bio. Ensuite, qui n'est pas complètement décorrélé de la première, pas complètement indépendant, mais il y a une notion d'équilibre à l'intérieur même d'une année, donc de l'intra ou infra-annuel, qui est lié à la saisonnalité. Et puis donc le troisième problème pour la filière, c'est l'équilibre produit, donc avec un mix produit qui est encore déséquilibré. Donc on peut passer directement pour la diapo suivante, une vision donc de la filière lait bio aujourd'hui donc en bovin lait, donc une décennie de changement d'échelle, c'est-à-dire que par rapport à l'année 2010 où on était à un peu plus de 200 millions de litres et 1% du lait livré en France, on se situe aujourd'hui à un peu plus du milliard de litres. Donc en fait on était à 976 millions de litres exactement d'après l'enquête mensuelle laitière sur l'année 2019, et on devrait être encore 100 000 litres au-dessus en 2020. Donc on sera à 1,07, 1070 millions de litres, si vous voulez, donc 1,07 milliard de litres. Donc c'est une filière qui a doublé par rapport à 2013 et qui a quadruplé par rapport à 2009. Et donc aujourd'hui, c'est 3600 livreurs, donc soit un peu moins de 8% des livreurs de lait en France. Donc un poids qui était de 3%, avec en gros on a gagné 1600 livreurs par rapport à 2013, et le poids il a plus que doublé, puisque en fait en filière conventionnelle la restructuration continue, donc avec une baisse du nombre de livreurs, alors qu'en bio le nombre de livreurs augmente encore. Donc ces vagues de conversion, elles sont pas sans impact, hein. Si on prend l'année 2018, on voit un plus 35%, c'est plus 200 millions de litres qui ont été accueillis par la filière cette année-là. Donc ça correspond finalement plus ou moins à ce que à la dimension de la filière une dizaine d'années auparavant. Et donc en 2019 et 2020, on sera de 2 années consécutives encore à plus de 100 millions de litres de croissance d'une année sur l'autre. Donc ça ne va pas sans bouleverser la filière. Donc j'y reviendrai un petit peu après sur les stratégies employées par les opérateurs, mais ce qu'il faut retenir, c'est vraiment qu'on a une évolution, quand on est à plus 35%, voire même à plus 15% sur 2019, de croissance d'une année sur l'autre, on est sur des croissances qui sont supérieures à celles que connaît la consommation, qui elle est plutôt de l'ordre de entre 10 et 20% selon les catégories de produits. Donc je vais te demander du coup, Aurélie, de passer la diapo suivante. Donc la diapo suivante traite donc je parlais d'un problème d'équilibre intra-annuel, lié à la saisonnalité. Et donc en fait cette saisonnalité, on la remarque d'une part au niveau de la répartition de la collecte sur l'année. Donc si on prend là la répartition de la collecte par trimestre, on voit qu'il y a quelques années d'écart, 2015 ou 2019, les volumes ont changé, hein. On a quasiment doublé quand même. On était un peu plus de 500 millions de litres en 2015, on n'était pas encore au milliard en 2019. Mais dans les deux cas, on a 28% de la collecte qui se fait sur le deuxième trimestre, donc d'avril à juin. Et à l'inverse, on tombe en dessous des 24% sur le troisième trimestre. Et donc, c'est une courbe qui est un peu plus marquée que la courbe pour le lait conventionnel.
Alors, cette courbe, elle se retrouve également en termes de prix payés aux producteurs, puisque en fait, on voit une saisonnalité très marquée donc du prix payé aux producteurs et qui correspond en fait au deuxième trimestre, on est sur les prix bas et au troisième trimestre, on est plutôt sur les prix les plus hauts. Donc là, pour illustrer, j'ai pris donc en 2019, on était à 408 € des 1000 litres. Donc ça devait être alors, est-ce que c'était le prix de base? J'ai peut-être écrit base, oui, et je vous repréciserai ça après. Mais on était à 408 € en avril et 80 € au-dessus en septembre. Donc, on est tout le temps sur une amplitude de cet ordre-là. Et donc, c'est bien des grilles de paiement du lait qui sont qui visent à réduire finalement cette saisonnalité que connaît la filière. Mais pour l'instant, le mode de production bio se basant au maximum sur l'herbe, eh bien, on reste sur un lait qui est produit plutôt plutôt au second trimestre. Et donc là encore, ça bouscule un peu les équilibres de la filière, notamment sur les printemps qui suivent les vagues de conversion comme on a connu ces dernières années. Donc je vais revenir après sur la stratégie des opérateurs pour ça. Donc là, c'était juste pour éclaircir le problème. Et donc je vais te demander de passer à la diapo suivante. Et donc sur la diapo suivante, il est question de l'équilibre produit. Donc autre souci d'équilibre, déséquilibre avec lequel joue la filière. Donc en fait, le mix produit, c'est-à-dire les valorisations du lait collecté en bio n'est pas le même que celui en conventionnel. Et donc si on prend le graphique donc à gauche, là, celui qui est sur fond gris, on voit que la part du lait liquide, par exemple, donc tout en bas, en lait bio, en fait, on est à un quart de la matière laitière collectée. Donc par matière laitière, on s'intéresse ici essentiellement à la matière grasse et à la matière protéique, mais on a un quart du lait collecté finalement qui est valorisé en lait liquide, alors que cette part elle est inférieure à 10% sur l'ensemble du lait collecté en France. Et inversement, les fromages qui représentent finalement 1 litre sur 3 collectés en France, tout type de lait confondu, est valorisé en fromage, et en bio, on n'est même pas à 10%. Donc, par ailleurs, on voit que sur le beurre, on est sur un poids relativement fort en bio. Alors, le beurre qui absorbe, lui, essentiellement la matière grasse, ça veut dire que pour être à 20%, là, il absorbe très peu de matière protéique, peut-être 1% à peine, et plutôt 40% oui, de la matière grasse collectée. L'autre élément qui doit vous interpeller, c'est cette question du 22%, donc qu'on voit tout en haut, là, donc qualifié sous le terme de autre destination. Donc, autre destination, c'est que ça ne correspond pas que à du déclassement. Il ne faut pas prendre ce chiffre au pied de la lettre comme si 1 litre sur 5 collecté en bio était perdu pour la filière, puisqu'on voit déjà que tout lait confondu, ça existe aussi. Il y a des produits qu'on n'arrive pas à suivre. Et donc, l'enquête mensuelle laitière manque peut-être de certains produits qui ne sont pas suivis. Mais il y a quand même une certitude, c'est qu'en bio, effectivement, on ne valorise pas tout le lait. Quand on prend les 200 millions supplémentaires, par exemple, de litres, pour reprendre l'année 2018, il y a des soucis de développement du marché qui ne se font pas tout à fait au même rythme. Et donc, il y a du lait qui peut rebasculer vers le conventionnel, et notamment sur la période printanière, donc par rapport à la diapo qui suivait sur l'aspect saisonnalité. Donc, on joue avec des périodes d'excédent de lait au printemps qui conduisent à du déclassement. Par ailleurs, pour éclaircir un peu cette notion de déclassement quand même et ne pas rester sur ce 22%, sur la droite, vous trouvez donc des travaux de l'Observatoire de la formation du prix et des marges qui montrent en fait que le mix produit tel qu'il est là, donc sur la gauche, finalement on s'intéresse à la MSU dans son ensemble, matière grasse et matière protéique. Mais si on avait distingué l'utilisation de la matière grasse et l'utilisation de la matière protéique, en fait on remarque que sur l'année 2016-2017, par exemple, pour la matière grasse, on était à ce qu'on appelle les entrées ici. Donc, ça correspond finalement à la collecte nationale. Donc, et les sorties, c'est ce qui est fabriqué dans les usines en France. Et on avait finalement plus de sorties que d'entrées. Donc, probablement un recours aux importations de lait ou de crème, peut-être plutôt de crème pour perdre moins de matière, on va dire. Mais à partir de 2018, quand il y a eu cet accueil de volume conséquent d'une année sur l'autre, on voit qu'on était tombé à seulement 91% de la matière grasse valorisée, qu'on retrouvait en tout cas dans les produits de l'enquête mensuelle laitière.
Et dès 2019, le taux est légèrement remonté, mais on est allé à 93% à peine. Donc on pourrait dire qu'il y a peut-être 7% de déclassement, en tout cas sur la matière grasse. Alors que sur la matière protéique, on voit que on est passé, même sur 2016-2017, des années où finalement on manquait de lait, tout le monde s'accordait à dire dans la filière bio qu'on manquait de lait, et on ne valorisait pas toute la protéine en bio. Alors, quand il y a un marché comme le beurre qui est très attractif, la matière protéique n'est pas coûte cher à sécher, de la matière protéique qui n'est pas utilisée pour le beurre, donc on écrème le lait, et on se retrouve avec une matière protéique dont la meilleure façon de l'utiliser, en tout cas de reporter son utilisation dans le temps, c'est le séchage. Et le séchage est très coûteux, donc la filière ne valorise pas toute cette matière protéique. Ça peut aussi être un choix des industriels de ne pas la valoriser. Ça peut coûter moins cher finalement. D'autant que le marché de la poudre bio n'est pas encore très attractif. Donc je vais passer à la diapo suivante. Donc à partir finalement de ces différents éléments présentés donc sur les équilibres difficiles pour la filière bio, comment s'adaptent les opérateurs? Eh bien, je vais d'abord revenir sur la gestion des conversions, donc au travers des plans de conversion à moyen long terme. Donc là, ça correspond plutôt à l'évolution pluriannuelle. C'est qu'une conversion, ça prend entre 18 et 24 mois, on va dire. On dira autour de 24 mois pour faire simple, mais les opérateurs doivent anticiper leurs besoins de lait bio. Donc, pour ce faire, ils peuvent accompagner les producteurs avec un accompagnement financier pour la conversion. Il y a souvent des aides à la conversion de l'ordre de 40 € les 1000 litres. Selon les opérateurs, ça se rend à 50, mais sur les 2 années où la ferme a attaqué la conversion mais ne livre pas encore du lait bio. Après, il y a la sécurisation des contrats. Quand on a des contrats avec d'autres transformateurs ou des distributeurs, on s'assure d'avoir les débouchés. Et puis tout simplement pour gérer ces conversions, ce qui est d'ailleurs ce qui est aussi la source du déséquilibre des fois, c'est on ouvre ou on ferme les vannes. Donc ça renvoie au dessin sur le côté, donc qui est un dessin d'un paysan dessinateur en Aveyron, avec l'image d'un train qui passe. Et c'est vrai qu'en ce moment, il y a plus le train qui passe comme il y a eu en 2015-2016 pour les éleveurs qui veulent se convertir. Alors, par rapport à la question de l'équilibre lié à la saisonnalité, là j'ai pris l'exemple de la régulation des volumes au printemps, donc ce qui est le cas pour Biolait notamment, donc un collecteur qui représente quasiment 30% de la collecte, qui est 100% bio et donc qui ne transforme pas, donc qui ne peut pas se permettre de gérer des périodes d'excédent fort de lait pour maintenir son prix. Et donc Biolait en 2019 et également en 2020, sans qu'il y ait un lien direct avec la crise de la Covid, en ce qui concerne Biolait, régule les volumes au printemps depuis 2 ans, donc lié à la saisonnalité surtout, et au fait qu'ils aient accueilli beaucoup de producteurs si on renvoie à l'échelle pluriannuelle. En 2020, ils ont été suivis par d'autres laiteries qui ont également, là plus en lien avec la crise sanitaire, été forcés aussi, on va dire, de répondre à l'appel du CNIEL à modérer les volumes en bio comme en conventionnel. Alors, comment s'adaptent également les opérateurs face à cette évolution de la filière? Il y a le besoin d'explorer les marchés. Évidemment, quand il y a du lait en plus, il faut l'écouler. Et donc là, on diversifie les fabrications. Donc il y a eu des nouveaux arrivants à l'occasion de la dernière vague de conversion. Ça n'a pas été une conversion que des producteurs, mais également de certains transformateurs. Et puis, il y a de l'innovation sur les produits. Et évidemment, il faut se faire sa place dans les rayons. Et de plus en plus, une notion de segmentation qui apparaît avec le besoin de se démarquer aussi. Il y a de plus en plus d'acteurs. Donc, pour explorer le marché, il faut se positionner. Donc, je vais directement te demander de passer à la diapo suivante, qui illustre un peu ces stratégies des opérateurs. Donc, vraiment, c'est pas pour faire, on n'est pas au supermarché, c'est juste pour dire qu'il y a différentes stratégies. Donc, on voit là des marques qui ont été, si on prend à gauche Savencia et Bell, qui étaient complètement étrangers à la bio jusque-là, ils ont décliné des marques nationales fortes comme Elevir, Cœur de Lion, La Vache qui rit en bio. Ils ont également, là tu peux peut-être présenter l'animation, ils ont créé des marques. Donc il y a plusieurs marques qui ont été créées. Et donc si on prend, en ce qui concerne Bell, ça faisait plusieurs dizaines d'années qu'ils n'avaient pas créé de marque. Et là, ils ont créé une marque spécialement pour le bio, donc pour partir à la conquête de ce marché. Et donc sur la partie plus à droite, sur l'ultra frais,
Là, j'ai mis l'exemple de Danone. Danone qui, jusque-là, n'avait pas décliné sa propre marque Danone en bio et qui l'a fait plus récemment, donc en 2018. Donc, on a un appel avec des volumes conséquents à gérer pour la filière désormais. Et il y a des nouveaux produits qui apparaissent. Et donc, peut-être sur le lait liquide que je n'ai pas développé ici, mais il y a aussi un marché qui reste bataillé. Catherine, en ouverture, a bien dit qu'il y avait encore une croissance. Et donc, pour le lait liquide, je dirais même qu'on est passé on est à plus de 10% de part de marché et on est sur un segment, on n'est plus sur un marché de niche, mais on est sur un segment à part entière. Et donc, sur ce segment à part entière, c'est là que se fait peut-être le plus fort le besoin de segmenter avec des offres lait équitable, etc. Donc, dernière diapo, qui se veut être une conclusion et qui va rajouter quand même, pour rappeler qu'avec l'augmentation des volumes des dernières années, la filière aujourd'hui, elle est dans une phase de digestion des volumes supplémentaires accueillis. Et la digestion, elle passe par la créativité, on va dire, chez les transformateurs pour conquérir le marché. Et puis, elle s'accompagne aussi chez certains opérateurs, notamment ceux qui sont spécialisés en bio et pour qui c'est 100% de leur chiffre d'affaires. Et la préservation des prix, elle passe par la régulation des volumes, notamment en lien avec la saisonnalité. Le déclassement que j'ai évoqué, donc, qui n'est pas que subi, mais qui est aussi un outil pour la filière. Mais il ne faudrait pas que ça dure trop dans le temps. Et puis, alors, je ne vais pas inciter trop là-dessus, mais en fait, depuis cet été, il y a eu un léger essoufflement sur la gamme ultra frais bio en termes de consommation. Ce n'est pas non plus une catastrophe. Et surtout, ce qu'il faut, pour la filière, c'est penser, pas se limiter à un indicateur justement qui montre un essoufflement sur une des gammes, alors que par exemple d'autres gammes comme les fromages sont en croissance. Mais il faut penser à moyen, long terme, et où là, il y a un nouvel équilibre à trouver. C'est-à-dire que là, on est en phase de digestion, mais aujourd'hui, l'enjeu du renouvellement des générations de producteurs se pose aussi. Et donc, il faut préserver la dynamique sur le long terme pour la filière. Donc voilà, je vais répondre aux questions. Je laisse peut-être Catherine me les poser, comme c'était fait tout à l'heure. Ouais. Merci beaucoup, Benoît. Ça amène beaucoup de questions, en effet. Alors, il y a une question sur laquelle tu as un peu conclu là, par rapport au renouvellement des producteurs, qui rejoint la question là, que pose Patrick. Finalement, quel message? Alors, c'est vrai pour le lait, et après, Jean-François, tu pourras compléter pour la viande, mais on a l'impression qu'il y a une très forte demande du côté consommateur, et tu as parlé de régulation, doucement sur les conversions. Donc, qu'est-ce qu'on peut transmettre comme message aujourd'hui aux personnes qui voudraient passer en bio, produire plus, être plus productif, voilà, est-ce qu'il y a un signe quand même d'encouragement à la conversion ou pas? En fait, j'aurais quand même temps. Enfin, la réponse est compliquée, mais par exemple sur la question de comment inciter les producteurs à produire à contre-saison, la grille de prix, elle est déjà faite comme ça, mais il y a aussi un enjeu pour les producteurs à préserver. Enfin, le lait produit à l'herbe, ça fait partie du cahier des charges d'un côté, et puis de la façon de fonctionner des fermes bio. Donc finalement, on voit que ça ne change pas tant que ça. Les producteurs n'en sont pas tant incités à décaler. Ils aiment profiter de la période où il y a de l'herbe qui pousse, quitte pour certains à faire de la régulation des volumes, à accepter de produire moins. Ça peut être de passer en monotraite 1 ou plusieurs jours par semaine pour certains. Ça peut effectivement être quand même une notion plus sur le long terme de décaler les mises bas. Mais aujourd'hui, la question reste quand même de bien utiliser l'herbe aussi, quoi. Donc, pour l'instant, on voit que ça n'a pas changé malgré les grilles de prix qui sont faites pour. On reste sur 28% de la collecte qui se fait sur le second trimestre, alors qu'en 2019, quand même, il y avait déjà eu un effort, on va dire, des biolets qui avaient réduit leur production au printemps, quoi. Donc voilà, peut-être pas très satisfaisant comme réponse, mais je n'aurais pas mieux. Si, très bien, merci. Et puis, pour compléter, avant de passer la parole à Jean-François, quand même, il y a une question qui va en ce sens-là, aussi dans les dynamiques de conversion. Est-ce qu'elles sont, c'est un peu dur à estimer, mais quelle est la part qui est due aux opérateurs qui impulsent une campagne de conversion, et quelle est la part qui est plutôt due à une volonté des agriculteurs de passer en bio? Alors,
là, c'est vrai que je n'ai pas forcément pris le temps, comme c'était un peu court comme présentation, de le dire, mais en fait, la vague précédente du début de la décennie, donc entre 2009 et 2012, on avait surtout eu des producteurs qui avaient bougé. Et finalement, en termes commerciaux, les innovations, il y en avait eu quelques-unes, mais pas tant. Ça restait encore les marques distributeurs qui tenaient le marché. Et sur la dernière vague de conversion, là, on a eu une arrivée un peu plus forte, plus marquée, avec des grandes marques nationales qui ont décliné une gamme en bio, etc. Donc il y a eu du mouvement des deux côtés. Donc il y a une forme de rééquilibrage, hein, de la volonté de se convertir, on va dire, pour aussi bien à l'amont qu'à l'aval. Donc après, il y a à chaque fois, chaque vague de conversion, elle a été aussi une sorte de répercussion d'une crise du lait conventionnel. Donc le marché du conventionnel a souvent orienté ces conversions, ainsi que la question des accompagnements, enfin, des aides à la conversion. Donc aujourd'hui, voilà, il y a tous ces déterminants pour qu'il y ait une vague de conversion. Ça a toujours été une crise du conventionnel. Deuxièmement, quand même des aides. Et puis là, plus récemment, on a enfin des acteurs aussi qui sont vraiment moteurs, parce que là, ça s'est quand même généralisé à pas mal d'acteurs, quoi. Et je vois la question aussi la deuxième question de Patrick Vesset sur le message aujourd'hui pour les candidats à la conversion. Aujourd'hui, la filière, comme je l'ai dit, elle est en digestion des volumes accueillis. Le message, c'est sur le long terme, évidemment, il y a beaucoup de laiteries qui continuent d'avoir l'accompagnement, hein, de l'ordre de 40 € des 1000 litres sur le temps de conversion. Mais ça arrange un peu tout le monde que le flot se soit calmé et qu'on soit plus sur des croissances aussi marquées de 600 producteurs supplémentaires d'une année sur l'autre. Là, on revient à 100 producteurs en plus d'une année sur l'autre. En 2019, par rapport à fin 2018, c'était ça. Alors que 2017 et 2018, en courant d'année, on avait eu beaucoup de monde arriver, quoi. Donc là, aujourd'hui, vous êtes les bienvenus, mais c'est bien si tout le monde arrive pas en même temps. Merci Benoît. 2 questions pour Jean-François. Une qui était sur les ovins. Donc tout à l'heure, quand tu as présenté... Enfin, déjà, il y a la même question que celle qui a été posée à Benoît, hein. Quel message pour les candidats à la conversion, y compris en système allaitant? Et puis tout à l'heure, peut-être une question de précision, quand tu as parlé des ovins, est-ce que dans la courbe avec l'agneau de Pâques, enfin, est-ce que cette courbe a une incidence sur les prix? Et est-ce que les agneaux, les carcasses que tu as présentées en agneaux, c'est surtout des agneaux de bergerie? C'est surtout des agneaux de bergerie, dans la mesure où on ne peut pas les finir à l'herbe, quoi. Ça veut dire que l'idéal, ce serait de les finir à l'herbe. Mais on sait que la finition à l'herbe, à un moment donné, elle est plus aléatoire, quoi. Donc, effectivement, on a quand même une part importante de nos agneaux bio qui sont d'agneaux de bergerie, mais pas que. Voilà. Par contre, je n'ai pas le pourcentage, hein, tu vois, ça me fait penser, c'est des choses qu'on ne demande pas, ça. Quel était le pourcentage d'agneaux de bergerie dans la production? Il faudra peut-être qu'on... Voilà. Et puis, sur les prix, de toute façon, moi, je serais tenté de dire, pour compléter Benoît, si la bio, elle en est encore là aujourd'hui, si on a des prix stables, que Patrick il évoquait tout à l'heure, hein, c'est parce qu'il y a des groupements de producteurs, il y a des producteurs qui se sont pris en main, qui ont créé des groupements de producteurs et qui ont cherché à valoriser leur production. Et à mettre en place des partenariats avec le reste de la filière pour trouver une valorisation. Alors, ça fait bisounours un peu quand je parle comme ça, de trouver deux. Mais n'empêche que c'est ça aujourd'hui qui permet à la production d'avoir des prix stables. Ça veut dire que la question à la conversion, c'est pas de problème pour accueillir des conversions, mais dans ce que dit Benoît, effectivement, au rythme de ce que le développement peut absorber, quoi. Autrement, on va se retrouver dans un schéma classique, hein, où il y a des acteurs qui ne sont pas de la production qui vont décider du développement, et à un moment donné, ça va revenir chez les producteurs en disant, messieurs, mesdames, ouais, on ne peut plus vous payer le lait ce prix-là, on ne peut plus vous payer la viande ce prix-là, parce que, quoi. Donc, la clé, dans la question à Patrick, ça, je trouve que c'est primordial, c'est que le producteur qui va se convertir à la bio, il y a un environnement, il y a de la vente directe, il y a un marché, faut absolument qu'il soit impliqué dans cet environnement, quoi. Et que la production, et ça nous, au niveau des organisations de producteurs, dans la filière bio, on voit bien que depuis quelques années, on entend les groupements de producteurs dire on amortit l'arrivée des conversions. C'est-à-dire que la production se développe et les schémas que les producteurs ont mis en place,
ils ont du mal à absorber toute cette production. Donc, c'est déjà à la production de se poser la question de l'organisation des groupements qui sont capables, où ils ont une parole et où ils sont capables de déterminer les stratégies de développement des filières. C'est là qu'ils vont arriver. Et le prix, la réponse sur le prix, elle est liée à ça, quoi. Ça veut dire que si on est impliqué, bah, quelque part, on peut défendre un prix ensemble, quoi. Si on n'est pas impliqué, on peut demander un prix, mais bon, voilà, on peut demander un prix, c'est tout. Pour moi, la réponse, c'est que dire aux producteurs qu'il n'y a pas de problème pour se convertir, mais le problème, c'est de le regarder par rapport au développement du marché. Il faut 6 mois pour ouvrir un nouveau marché en viande bio. Ça veut dire que quand les animaux sont là, ben ok, ils sont là à vendre, mais si on ne le sait pas 1 an et demi avant, eh ben, si on le sait la veille, ben, il faudra quand même 6 mois pour développer un marché. Alors que si on le sait avant, on a la capacité de dire, oh, bah, purée, à tel moment, je vais avoir tant de production, quoi. Et donc, je peux aller voir un client, je peux aller discuter avec lui. Et puis, la saisonnalité des sorties, c'est effectivement des stratégies aussi, des groupements, hein, de dire, il y a des périodes où il y a plus besoin d'animaux, des périodes où il y en a moins besoin. Et effectivement, pour avoir un prix moyen lissé, on a des périodes où on va payer un peu plus, des périodes où on va payer un peu moins. Et toute la stratégie, là, c'est d'avoir une démarche collective autour de ça, quoi, de façon à ce qu'on lisse les choses, que ceux qui font les efforts, eh ben, à un moment donné, ils soient rémunérés, mais qu'aussi les autres, eh ben, qui ne peuvent pas les faire pour diverses raisons, on les mette pas de côté. Moi, je trouve que la question à Patrick, c'est vraiment, faut que la production, elle comprenne ça, quoi, parce qu'autrement, comme on voit le développement de l'agriculture bio aujourd'hui, on voit bien qu'il y a d'autres opérateurs qui arrivent, qui n'ont pas du tout les mêmes mécaniques que ceux qui ont créé les filières bio, et ça va être compliqué si les productrices et producteurs n'ont pas bien saisi ce message, quoi, et qu'ils ne le portent pas avec leur groupement, avec les filières. Ce qu'on essaie de faire là, qu'on essaie d'expliquer comment ça se passe dans une filière, quoi, que pour payer un bovin à un tel prix, eh ben, il faut trouver une valorisation de l'ensemble des pièces. Voilà. Eh ben, merci Jean-François et Benoît. Oui, donc en fait, je vais vous présenter là, rapidement les résultats d'une petite étude qu'on a conduite un peu en prenant la température à chaud, donc sur l'impact de la crise Covid-19 sur les élevages et la filière laitière biologique. Donc c'est une étude qui a été conduite dans le cadre du projet CASDA Résilais et en partenariat avec Interbio Occitanie, et qui va se poursuivre un peu. Donc il y a d'autres institutions qui sont dans les rouages voilà, qui ont proposé l'enquête dont je vais vous présenter les résultats aux éleveurs, donc c'est pas mal dans les réseaux de la FNAB aussi. Juste pour poser un petit peu le contexte, le projet CASDA Résilais, c'est un projet dédié à la question de la résilience des fermes laitières converties à l'agriculture biologique en France et en Europe. Et donc du coup, avant de vous présenter un peu ce qu'on a fait dans le cadre de ce travail, je voulais reposer la définition de la résilience telle qu'on l'a entendue dans le cadre du projet. Et donc c'est l'aptitude d'un système à faire face à des changements et à des aléas qui sont de nature et d'intensité variable. Et donc ce système, c'est la ferme laitière, mais aussi ça peut aller plus loin, donc à l'échelle de la filière. Donc c'est la capacité à faire face à des aléas. Et donc cette année, en termes d'aléas, on a été particulièrement servi, puisque donc du 17 mars au 11 mai, la France a été confinée, et ce qui a engendré donc tout un tas de chamboulements qu'on connaît actuellement et que vous avez connus aussi, et qui ont particulièrement donc modifié les emplois du temps des Français et chamboulé également les modes de consommation. Donc fermeture de la restauration hors domicile, dans les cantines pour les travailleurs, puis aussi fermeture des marchés de plein vent, confinement des gens à la maison, donc plus de cuisine dans les ménages. Et donc du coup, on s'est posé la question de savoir comment finalement la filière laitière bio, du producteur au consommateur, avait pu faire face à cette perturbation imprévue. Donc on peut passer à la diapo suivante. Donc on a tout d'abord conduit une étude à l'échelle de la ferme. Donc là, l'objectif, c'était d'évaluer un peu à chaud, comme je disais tout à l'heure, l'impact à moyen court terme sur les fermes. Donc pour ceci, en fait, on a conduit des enquêtes en ligne. Donc il y en a qui ont été conduites dans le cadre de Résilais, et on a aussi eu la chance de récupérer d'autres enquêtes, donc notamment conduites par Interbio Occitanie. Et on a croisé les résultats avec une revue de la presse professionnelle, donc des articles qui sont sortis depuis le confinement sur le sujet. Donc on peut passer à la diapo suivante. Donc succinctement, le profil des exploitations qui ont répondu aux enquêtes, c'était des exploitations de taille moyenne à petite,
parce que donc on avait 86% des répondants qui avaient une SAU entre 50 et 150 hectares. Pour ce qui est de la taille du cheptel, 40% c'était entre 40 et 80 vaches laitières. On était sur des systèmes assez herbagés. Il y avait 62% de l'échantillon qui avait moins de 5% de maïs dans leur SAU. Et c'était aussi donc ceux qui ont répondu, beaucoup des livreurs, hein, c'est ce qu'on voit sur les barres là, tout à droite de la diapositive, une majorité de livreurs et quelques transformateurs. Et c'était des éleveurs convertis à la bio avec un régime de croisière, convertis à la bio depuis un certain temps, parce que plus de la moitié de l'échantillon était converti à la bio depuis plus de 10 ans. Donc on peut passer à la diapo suivante. Donc là, dans les 3 diapos qui suivent, je vais vous présenter en fait les résultats de cette enquête en ligne. Donc l'impact de la Covid-19 sur les fermes. Alors le premier graphique à gauche, on a demandé dans une question fermée juste un aperçu, une vision générale. Donc de quelle manière la pandémie a-t-elle impacté votre ferme? Ça, c'était la question posée. Et donc on a 86 fermes qui ont répondu. Et comme on peut le voir, donc il y a eu une majorité de réponses pas du tout. 44% des fermes, donc, des éleveurs qui ont répondu s'estimaient pas du tout impactés. Et 43, donc à peu près 50% de l'échantillon, ont répondu un peu. Donc si on regroupe ces deux, on voit qu'on a un impact modéré ou nul. Et on a quand même 5 éleveurs qui ont répondu qu'ils ont été beaucoup impactés. Et ça, je reviendrai dessus après. Cet impact fort est parfois négatif, mais aussi parfois positif. Et si on met en regard donc, ces réponses des éleveurs avec les évolutions des données classiques de France Agrimaire, ça permet d'apporter des éléments d'explication. Donc si on regarde le graphique en bas à droite sur l'évolution du prix du lait, on a l'évolution du prix du lait depuis 2015, là, donc pour les 5 dernières années. Donc on voit la variabilité intra-annuelle, ce dont parlait Benoît Baron tout à l'heure. Et on voit que les prix du lait pour l'année 2020 restent élevés. Ils suivent les mêmes tendances que les autres années. Et donc, ils sont toujours au moins égaux au prix de 2019, qui étaient les prix les plus élevés pour les 5 dernières années. Donc là, sur le graphique, on ne voit pas d'impact de la pandémie sur le prix du lait. Ou en tout cas, s'il y a une baisse du prix, elle est légère. Parce que du coup, je vous ai mis en gros point rose les 3 mois où il y a eu du confinement. Et si on regarde l'évolution de la collecte cette fois-ci, donc c'est le graphique qui a au-dessus. Donc là, c'est la collecte mensuelle, mais qui est ramenée au nombre de producteurs. Mais on voit que l'année 2020, qui a quand même un impact, en fait, parce que l'année 2020 a démarré un peu sur les chapeaux de roue, où on voit que la collecte mensuelle par ferme est plus élevée que pour les 5 dernières années. En mars, on a dépassé le milliard de litres, donc pour la première fois sur l'année glissante. Mais on voit qu'au mois de mai, on rejoint un niveau égal à celui de 2019. En fait, l'écart avec les autres années est moins important. Et ça s'explique par deux facteurs. Donc, il y a les conditions climatiques qui ont fait que la production a été modérée de fait, mais aussi il y a eu un appel de la part des laiteries à modérer les volumes, notamment en lien avec la crise. Donc ça a été fait dans la plupart des laiteries, et notamment pour les producteurs de biolait, pour qui c'est la seconde année en fait qu'il y a eu un appel à modérer les volumes au moment du pic de production printanier. On peut passer à la diapo suivante. Donc ensuite, pour essayer d'aller un peu plus loin que juste cet impact général, on a essayé de poser d'autres questions pour avoir un degré de précision un peu plus important. Donc la plupart des éleveurs de notre échantillon ont effectivement reçu une incitation à diminuer les volumes directement en lien et au moment avec la crise. Et quand on a posé la question sur l'impact chiffré au niveau du chiffre d'affaires, donc on a obtenu les résultats sur le graphique juste au-dessous avec les barres. Donc sur les 86 éleveurs qui ont répondu, il y en a 54 qui ont dit qu'ils n'avaient pas eu d'impact sur leur chiffre d'affaires. Il y en a 12 qui ont dit qu'ils ne savaient pas encore, que c'était trop tôt pour eux pour répondre à la question. Et donc, les autres ont été impactés, ont eu le chiffre d'affaires qui a été impacté. Donc, ça représente 23% des éleveurs qui ont répondu. Mais parmi ces 23%, il y en a quand même 60% qui ont connu des pertes de chiffre d'affaires faibles, donc inférieures à 10%. Donc, c'est les 12 là, du carré vert pâle. Et donc les autres ont connu des pertes moyennes, voire fortes, notamment pour une exploitation qui a perdu plus de 50% de son chiffre d'affaires.
Et pour 2 exploitations, et ça c'était intéressant à noter, le chiffre d'affaires a augmenté. Et en fait, ça c'est des éleveurs qui transforment et qui ont boosté leur vente en fait au moment du confinement. Donc du coup, de manière plus générale, on retrouve un peu ce qu'on avait tout à l'heure, un impact nul à faible pour les livreurs, qui ont plutôt bien absorbé l'incitation à diminuer les volumes livrés, mais en lien avec les conditions climatiques de l'année. Et l'impact était donc plus fort pour les transformateurs et les éleveurs qui vendaient leur production en circuit court. On peut passer à la diapo suivante. Donc cette diapo, ça poursuit l'impact en fait, du Covid sur la ferme, parce que ça fait plusieurs années qu'on fait un suivi en fait, de la façon dont les éleveurs hiérarchisent les risques qu'ils perçoivent pour leurs exploitations, en fait, dans le cadre du projet Résilier. On fait cette étude-là. Et en fait, on s'est posé la question de savoir est-ce que cette crise sanitaire inattendue a modifié la perception des éleveurs sur la question des risques sanitaires. Parce qu'en fait, dans le questionnaire, on demandait aux éleveurs de risques qui avaient été pré-identifiés. Et parmi ces 20 risques, il y avait 2 risques sanitaires, donc les épidémies de maladies animales et les risques sanitaires autres que les épidémies de maladies animales. Et en fait, donc, ce qui ressort de cette matrice des risques, où on a en abscisse en fait, l'impact qu'a le risque pour les exploitations, et en ordonnée la probabilité qu'elle se passe sur les exploitations. Donc ça, c'est les éleveurs qui ont noté en fait, en donnant des points de 1 à 5. On voit que les préoccupations des éleveurs restent les mêmes que celles qu'il y avait avant la crise. Et donc, du coup, ils restent le plus préoccupés par les risques climatiques et les diminutions de subventions. Donc, il n'y a pas eu de réorganisation sur cette perception des risques au niveau des risques sanitaires. Du coup, on peut passer à la diapositive suivante. Donc, pour cette étude conduite à l'échelle de la ferme, alors pareil, hein, c'est du coup la température prise au cours de au cours du confinement et les mois qui ont suivi. Donc, il va falloir maintenant prendre un peu de recul et voir comment ça évolue dans le temps. Mais en tout cas, avec ces premiers résultats-là, on met en évidence une forme de résilience des fermes laitières biologiques. Et notamment qui ont su en fait absorber les conséquences à court terme, en tout cas de la pandémie, qui ont montré un certain degré d'autonomie. Alors ça, j'ai pas pris le temps de le détailler, mais en fait dans le questionnaire, il y avait des questions ouvertes où les éleveurs pouvaient écrire, et donc il y en a quelques-uns qui ont fait remonter des difficultés pour se faire livrer en intrants au moment de la fermeture des frontières, mais ça restait minoritaire. Et pour ce qui est de la majorité de l'échantillon, la production n'a pas trop été impactée, et en fait on a pu continuer à produire sur les fermes. Et les fermes ont montré aussi une certaine connectivité, notamment particulièrement les transformateurs, pour réorganiser assez vite des filières de commercialisation dans le cas où la restauration hors domicile prenait plus les produits, ou quand les marchés de plein vent ont fermé, pour mettre en place rapidement des drives fermiers ou des systèmes de livraison en s'organisant entre producteurs pour pouvoir écouler la marchandise. Et donc, dans les questions ouvertes, il y avait aussi, on a demandé aux éleveurs leur questionnement par rapport à cette crise et leur vision du futur. Et donc, juste, je vous ai extrait un exemple, mais on en aurait plein d'autres, on pourrait en discuter. Les éleveurs ont pas mal réagi à cette question-là. Et donc, cet éleveur bio-là qui nous dit l'ensemble de la filière doit se saisir de cette pandémie pour mieux communiquer sur l'autonomie des fermes laitières biologiques, la relocalisation de la consommation et l'importance du prix rémunérateur pour la production biologique. Donc ça, c'est un peu les grandes lignes qu'on a pu tirer à court terme de cette étude à l'échelle de la ferme. Et maintenant, je vais vous présenter l'étude qu'on a fait donc, à plus large échelle, à l'échelle de la filière. Donc là, pareil, l'objectif, c'était d'évaluer l'impact de la pandémie et la gestion de la crise au sein de la filière lait bio, donc de la collecte à la distribution dans les grandes surfaces. Et ça, on l'a fait en épluchant un peu les données de production, de consommation. On a aussi fait une revue de la presse professionnelle et on a conduit quelques entretiens téléphoniques avec des acteurs de la filière. Donc là, notamment pour ce volet-là, on a beaucoup travaillé avec Benoît Baron. Donc si on regarde l'impact de la crise sur la filière, on peut voir les perturbations. Donc les 2 graphiques qui vous sont présentés ici, le graphique du haut, c'est plutôt l'amont de la filière avec les évolutions des quantités de produits laitiers fabriqués dans les laiteries.
Et le graphique du bas, c'est la consommation des produits bio achetés par les ménages français au cours du temps. Et donc justement, si on regarde ce graphique du bas, on voit que la période du confinement qu'on a bornée par les traits en rouge, on voit un pic de consommation de produits laitiers bio dans la période 4, donc qui correspond au mois de mars-avril, où on a une sur-demande pour le lait, le fromage, la crème et le beurre notamment. Donc du coup, la filière a dû faire face à cette demande soudaine, donc là qu'on a pour les produits bio, mais qu'on a pour aussi pour les produits conventionnels, au moment où les ménages étaient confinés et donc ont dû plus cuisiner, et on fait aussi un peu des stocks de produits bruts et de produits de base. Et du coup, ce pic, on le retrouve au niveau production avec les chiffres qu'on a actuellement, particulièrement sur la crème. Donc la grande barre grise pour le mois d'avril 2020. Donc voilà, qui illustre ça, en fait, que le fait qu'on se soit mis à cuisiner et plus à faire un peu des stocks, et donc du coup, ça a impacté particulièrement ces produits-là. Donc du coup, la filière a dû faire face à cette demande et se réorganiser assez profondément pour pouvoir assurer la production et la distribution. Donc on peut passer à la diapositive suivante. Donc du coup, il y a eu plein de choses qui ont été mises en place. Il y a eu donc une forte communication, de la communication à la fois avec les consommateurs, avec des communiqués expliquant qu'il allait y avoir une question et qu'il n'y aurait pas de pénurie, pour assurer et éviter les effets de stockage. Et aussi communication avec les producteurs pour tenir au courant, avec une veille chiffrée et pour tenir au courant de l'évolution. Et ça, on l'a retrouvé dans l'enquête qu'on a conduite, puisque les éleveurs qui ont été interrogés ont dit qu'ils avaient il y avait eu beaucoup d'échanges en fait avec les collecteurs, qui les ont tenus au courant. Donc il y a eu de la communication, et on peut passer à la diapositive suivante. Pour faire face, donc il y a eu aussi bien sûr des modifications sur les chaînes de production, avec particulièrement des resserrements des gammes, donc moins de diversité sur les gammes pour aller plus à l'efficace et là où il y avait des besoins au sein des ménages. Des modifications dans le conditionnement, on a conditionné dans des volumes plus gros, format plus familial. Il y a eu quelques ajustements de volume entre parfois des laiteries proches, s'il y avait des excédents de stock d'un côté pour essayer de gérer les volumes de lait et pas en jeter. Et bien sûr, il y a eu des gestions des adaptations dans le management et dans la gestion du personnel, notamment au temps du confinement. Donc de manière générale, ces modifications, elles ont permis de faire face et d'assurer la production pour être accord avec la demande qui a changé presque d'un coup, enfin en tout cas qui a augmenté fortement d'un coup. Et du coup, cette crise à l'échelle de la filière a apporté des innovations surtout en fait sur les chaînes de distribution, parce que le e-commerce était déjà en plein essor, mais ça a accéléré la tendance à commander en ligne et à aller chercher au drive. Et notamment, il y a des articles, particulièrement pour Biocoop, en fait, qui avait déjà mis en place un click and collect et qui a accéléré son développement pendant le confinement. Et c'est ce que je vous disais tout à l'heure, on retrouve la même chose, cette réorganisation des modes de commercialisation à l'échelle de la ferme, avec donc le développement de tournées à domicile et de drive fermiers pour assurer pendant le confinement. Du coup, on peut passer à la diapositive suivante. Donc là aussi, si on élargit et qu'on passe de la ferme à la filière, malgré cet aléa quand même imprévu et aux effets forts, la filière a pu a su faire face en fait grâce à de la communication et à une certaine flexibilité pour s'adapter et être en accord avec la demande qui a changé. On peut passer à la diapositive suivante. Et donc du coup, on se pose des questions sur les impacts à plus long terme, et c'est pour ça que cette étude est vraiment un aperçu à chaud, et il va falloir qu'on reprenne la température en fait dans quelques mois pour voir comment ça aura évolué. Parce qu'on peut se poser notamment des questions sur l'évolution de la demande à plus long terme. Est-ce qu'elle va rester aussi importante, ou est-ce que on va retomber soit sur un essor, mais qui est à la même vitesse que ce qu'on avait précédemment pour la bio. Et il y a aussi donc la question du pouvoir d'achat des ménages, puisque le FMI, dans les derniers rapports, prévoit une récession. Est-ce que les postes de dépenses vont rester les mêmes? Est-ce que les ménages seront toujours enclins à acheter du bio? Et donc voilà, ça c'est des questions qu'on peut se poser
pour le moyen long terme. Et juste pour terminer, donc du coup, et un peu qui fait lien à ces questions-là, les acteurs de la filière sont assez confiants et donc du coup je vous ai mis juste un extrait d'une interview donc, du président de l'agence bio pour qui en fait le confinement, il dit que pendant le confinement justement on a beaucoup cuisiné, les enfants ont appris à cuisiner avec leurs parents. Et il dit, je suis convaincue qu'il va en rester quelque chose. À partir du moment où on se met à cuisiner, on se pose forcément la question de ce que l'on met dans son assiette. Et donc, du coup, et ça, c'est donc, dans cette interview, il y avait aussi d'autres. Il y avait le président de l'agence bio de la FNAB et d'autres acteurs de la filière qui étaient assez confiants de dire quand même, voilà, on est sur cette tendance à l'augmentation de la consommation des produits bio et ça va plutôt continuer dans ce sens-là. Donc, du coup, il faut voir maintenant voilà, si ça se confirme dans les mois et les années qui viennent. Voilà, je vous remercie pour votre attention et du coup, je peux prendre les questions. Merci beaucoup, Augustine. Merci pour cette analyse dans un temps en plus record qui est vraiment d'actualité. Si vous avez des questions, n'hésitez pas. On va déborder de 10 minutes. Hein. Je vous propose qu'on prenne éventuellement 2 questions avant de conclure ce webinaire qui passe finalement très vite. Alors, bon, je vais prendre la question là qui vient d'arriver. Quelle que soit l'échelle des fermes ou des filières, a-t-on des éléments de comparaison des tendances observées avec le secteur conventionnel? Par rapport à ce que tu as présenté, Augustine, c'est vrai qu'il y avait eu un webinaire peut-être là-dessus sur la partie conventionnelle. Est-ce que tu as pu le comparer? Ouais, est-ce qu'on est sur les mêmes tendances c'est sûr que oui, on a des éléments de comparaison, mais moi, je ne sais pas y répondre. Peut-être que Benoît a des éléments. Ouais, Benoît, si tu veux compléter. Ouais, du coup, on a quelques éléments sur en fait, la dynamique d'achat donc, des ménages pendant la période de confinement, elle a été généralisée. Et c'est vrai que la bio, qui avait l'habitude de croissance à 2 chiffres, bah, pour le coup, elle a connu des croissances sur certains produits d'autant plus marqués que comme elle est plus petite, quand il y a un gain de croissance très fort, bah, c'est plus affirmé, quoi. Mais globalement, en conventionnel, il y a également eu une inversion. Par exemple, si on prend les achats de la liquide en conventionnel, ils étaient structurellement en baisse et là, ils ont regrimpé de façon assez forte pendant la période de confinement. Donc, on va dire que la croissance, elle était quasiment elle apparaissait plus spectaculaire sur les produits conventionnels en produits laitiers qui avaient plutôt tendance à être orientés à la baisse, quoi. Et après, sur les gammes ultra frais, par exemple, là, j'ai évoqué tout à l'heure le fait que cet été, les derniers indicateurs semblent montrer un essoufflement de la consommation sur les produits bio. C'est évidemment un indicateur qui est très surveillé par l'ensemble de la filière, parce que ça pourrait quasiment aller dans le sens de l'hypothèse la plus mauvaise, on va dire, qui est celle d'un pouvoir d'achat qui se resserre et donc un moindre intérêt pour les produits laitiers biologiques. Donc, enfin, voilà, je ne sais pas si ça répond bien à la question, mais voilà, c'est une croissance qui a été plus spectaculaire en pourcentage parce qu'on est plus petit et parce que quand il y a eu les pénuries aussi, il y a des gens qui n'achetaient pas forcément bio, qui se sont retrouvés une fois qu'il n'y a plus d'un produit bio, d'un produit conventionnel à un endroit parce que tout le monde s'est rué dessus, le rayon bio, des fois, on sait qu'on retrouve les mêmes types de produits mais dans un autre rayon, et la bio en a profité aussi, quoi. Merci Benoît. Peut-être dernière question et puis après ça sera Aurélie qui proposera sûrement la conclusion. Je trouve intéressant là dans ce qui est présenté, Augustine, quand tu dis finalement le fait qu'il y ait eu régulation, chute des volumes, ça n'a pas entraîné de perception négative des éleveurs et ni pas de réel impact de la pandémie sur les priorités des éleveurs, c'est-à-dire que les aides et les impacts climatiques restent une préoccupation plus forte que ce réel impact économique. Est-ce que c'est bien ça que j'ai compris? Oui, c'est ça. Ouais. D'accord. Après, c'est avec notre échantillon et voilà. Mais oui, qui dans un délai record, pour avoir un peu suivi ça, est quand même élevé. Donc ça montre aussi un intérêt pour ces questions d'interagir dessus.
Parce que tu as eu un échantillon, est-ce que tu peux repréciser d'une centaine de personnes dans un 86. Ouais, 86 agents. Très bien, merci Augustine.